Hélène Dubois se tenait dans son modeste jardin, s'occupant avec soin de ses roses tardives en cette matinée fraîche d'octobre. À 64 ans, elle trouvait la paix dans ces moments simples, la sensation de la terre entre ses doigts, le doux parfum des fleurs et le léger bruissement des feuilles dans la banlieue de Paris. 5 ans après avoir perdu son mari, Thomas, Hélène s'était construit une vie de dignité tranquille. Sa maison de 2 chambres sur la rue des Tilleuls n'était pas luxueuse, mais elle était à elle, entièrement payée après 30 ans d'économie prudente et de travail acharné. Ses roses sont spectaculaires cette année, Hélène, lança Élise Lambert de l'autre côté de la clôture. À 70 ans, Élise était la voisine d'Hélène depuis plus de 15 ans et était devenue une sorte de confidente depuis le décès de Thomas. Merci, Élise. Je crois qu'elles aiment le nouvel engrais que j'utilise, répondit Hélène en s'essuyant les mains sur son tablier de jardinage. Comment va Marc avec sa prothèse du genou? Oh, il grogne comme d'habitude, mais le kinésithérapeute dit qu'il est en avance sur son programme, dit Élise en s'appuyant sur la clôture. Des nouvelles d'Olivier et Isabelle récemment? Le sourire d'Hélène s'estompa légèrement. Pas depuis le mois dernier. Ils sont occupés, je suppose. Isabelle a mentionné quelque chose à propos de la redécoration de leur cuisine. Ce qu'Hélène ne dit pas, c'est à quel point les nouvelles de son fils et de sa belle-fille étaient devenues de plus en plus rares. Olivier appelait au moins 2 fois par semaine auparavant. Maintenant, elle avait de la chance de l'entendre 1 fois par mois, et les conversations semblaient précipitées, comme si quelqu'un surveillait chacun de ses mots. Alors qu'Élise retournait dans son propre jardin, Hélène se perdit dans ses pensées, se remémorant le jour, il y a 3 ans, où Olivier était venu la voir avec de l'excitation dans les yeux. « Maman, on l'a trouvée, la maison parfaite sur l'avenue des Érables. Elle a tout ce que nous voulons. 4 chambres, un beau jardin, un excellent secteur scolaire pour quand nous aurons des enfants. » À 32 ans, Olivier réussissait bien en tant qu'ingénieur logiciel, mais l'acompte pour la maison de style Meulière était encore hors de sa portée. Sans hésiter, Hélène avait proposé de l'aider. « J'ai de l'argent mis de côté de l'assurance vie de papa, lui avait-elle dit. Je veux que tu l'aies. » Le souvenir de l'étreinte reconnaissante d'Olivier lui réchauffa le cœur. Même maintenant, elle se souvenait avoir retiré 40 000 € de ses économies de retraite, une part importante de sa sécurité, pour aider son fils unique à réaliser son rêve. Maître Jacques Bernard, son avocat, avait insisté pour officialiser les choses. Une reconnaissance de dette, Hélène, avait-il conseillé. Ça protège toutes les personnes impliquées. Olivier avait volontiers accepté. Bien sûr, maman, je veux te rembourser. Cela doit être officiel. L'accord était simple. 40 000 € à rembourser avec un intérêt annuel de 5%, les paiements devant commencer 1 an après l'achat. Le prêt était garanti par la propriété elle-même. Hélène n'avait jamais imaginé que ce document deviendrait si important. En rentrant, elle jeta un coup d'œil au calendrier où elle avait noté ses horaires à temps partiel chez Comptabilité Dubois, où elle travaillait comme comptable 3 jours par semaine. Non pas parce qu'elle en avait besoin, sa retraite de la sécurité sociale et sa modeste pension couvraient ses besoins de base, mais parce qu'elle appréciait la routine et la compagnie de ses collègues. La cheminée abritait une collection de photographies retraçant la vie d'Olivier, sa remise de diplôme du lycée, sa remise de diplôme universitaire et son mariage avec Isabelle il y a 3 ans. Hélène s'arrêta devant la photo de mariage, étudiant le sourire parfait de sa belle-fille. Isabelle. Deschamps avait été belle, posée et charmante ce jour-là. Hélène avait essayé d'ignorer le malaise qu'elle avait ressenti quand Isabelle avait rejeté sa suggestion concernant les fleurs du mariage avec une tape condescendante sur le bras. Oh, Hélène, ces arrangements sont si traditionnels. Nous visons quelque chose de plus sophistiqué. 3 ans plus tard, Hélène ne pouvait toujours pas dire exactement quand les choses avaient changé, mais elle savait qu'elles avaient changé. Sa relation avec son fils avait évolué de manière subtile mais indéniable depuis qu'Isabelle était entrée dans sa vie. La sonnerie de son téléphone interrompit ses pensées. Pendant un instant, son cœur s'emballa. C'était peut-être Olivier, mais l'identifiant de l'appelant affichait son amie Marguerite du centre socioculturel. « Hélène, tu viens toujours au club lecture demain? Nous discutons de ce roman policier que tu as recommandé. »« Oui, bien sûr. Je ne manquerai ça pour rien au monde, » répondit Hélène, repoussant sa déception. Après avoir raccroché, Hélène se dirigea vers sa petite cuisine pour préparer le déjeuner, se demandant quand elle aurait à nouveau des nouvelles de son fils. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé, sa voix avait semblé tendue, et il avait écourté l'appel quand Isabelle était entrée dans la pièce. Hélène Dubois s'était toujours enorgueillie de sa force et de son indépendance. Elle avait élevé un fils merveilleux, entretenu une belle maison et s'était créé une vie après avoir perdu son mari. Mais dernièrement, une inquiétude lancinante s'était installée dans sa poitrine, un sentiment que quelque chose n'allait pas dans la vie de son fils, et que la distance soigneusement élaborée entre eux n'était pas simplement une conséquence de son emploi du temps chargé. Elle était loin de se douter que son monde paisible était sur le point d'être complètement brisé. Le premier signe avant-coureur était apparu lors de la réception de mariage d'Olivier et Isabelle.
Hélène avait surpris une conversation entre Isabelle et sa demoiselle d'honneur, Alexia Morin, qui l'avait laissée mal à l'aise. « Attends juste qu'on redécore cette maison », avait murmuré Isabelle. « Olivier pense qu'on va faire simple, mais j'ai déjà choisi du marbre italien pour les plans de travail. »« Vous pouvez vous le permettre ?» avait demandé Alexia. Le rire d'Isabelle avait été léger mais calculé. La société d'Olivier marche bien, et sa mère a aidé pour la compte. D'ailleurs, à quoi bon avoir une belle maison si on ne la met pas en valeur correctement? Hélène avait fait semblant de ne pas entendre, se concentrant plutôt sur l'ajustement du centre de table, mais la conversation lui était restée en tête. Ce n'était pas le désir de belles choses qui la dérangeait. C'était la manière dédaigneuse dont Isabelle parlait des souhaits d'Olivier et la mention désinvolte de l'aide financière d'Hélène. Au fil des mois suivant le mariage, Hélène remarqua d'autres schémas inquiétants. Olivier commença à manquer des réunions de famille qu'il n'avait jamais manquées auparavant. La première Toussaint sans lui avait été particulièrement douloureuse. « Je suis désolée, maman », avait-il dit au téléphone. Isabelle a prévu un dîner avec des clients potentiels. Ça pourrait vraiment aider son entreprise de design d'intérieur à décoller. Hélène avait passé cette Toussaint avec Élise et Marc Lambert, reconnaissant de leur gentillesse, mais son fils l'y manquait terriblement. C'était la première fête majeure qu'elle passait sans Olivier depuis la mort de Thomas. Puis vinrent les visites de week-end annulées, les appels téléphoniques écourtés et la déconnexion progressive des amis qu'Olivier connaissait depuis l'enfance. Michel André, le meilleur ami d'Olivier depuis le lycée, avait appelé Hélène un jour, inquiet. « As-tu remarqué quelque chose de différent chez Olivier ?» avait-il demandé. « Nous devions aller à la pêche le week-end dernier, quelque chose que nous faisons chaque printemps depuis 15 ans, mais il a annulé à la dernière minute. Il a dit qu'Isabelle avait besoin de lui pour un événement de réseautage. » Hélène avait reconnu ses propres inquiétudes, mais avait défendu son fils. « Il est juste occupé, Michel. Le mariage change les choses. » Mais elle savait que c'était plus que ça. Olivier avait toujours bien équilibré ses relations, prenant du temps pour la famille, les amis et le travail. Cet isolement systématique était nouveau et troublant. Un soir, après une conversation téléphonique particulièrement brève et guindée avec son fils, Hélène s'était retrouvée à regarder de vieux albums photos. Des photos d'Olivier grandissant, jouant au football, diplômé du lycée, riant avec son père la remplir d'un profond sentiment de perte, non pas pour le garçon qu'il avait été, mais pour la relation qu'ils partageaient autrefois. Le passé d'Isabelle n'avait jamais semblé particulièrement préoccupant. Elle venait d'une famille de classe moyenne de Lille, avait étudié le design dans une université respectable et travaillait pour une petite entreprise de design d'intérieur quand elle a rencontré Olivier. Ses parents, selon Olivier, étaient des gens discrets qui avaient déménagé sur la Côte d'Azur peu après le mariage. Ils ne sont pas du genre à rester en contact, avait expliqué Olivier quand Hélène avait demandé pourquoi ils ne rendaient jamais visite. Ils préfèrent leur propre espace. Peut-être que cela expliquait l'approche d'Isabelle envers la famille. Si elle n'avait pas été élevée pour valoriser des liens familiaux étroits, elle ne comprendrait peut-être pas leur importance pour Olivier et Hélène. Mais quelque chose dans l'instinct d'Hélène lui disait qu'il y avait plus que des cultures familiales différentes. La façon dont les yeux d'Isabelle calculaient la valeur de tout ce qui l'entourait, les pics subtils déguisés en blagues, le contrôle croissant sur l'emploi du temps et les finances d'Olivier, tout indiquait quelque chose de plus délibéré. Les paiements manqués sur la reconnaissance de dette auraient dû être un autre signal d'alarme. Le premier paiement était dû exactement 1 an après l'achat de leur maison. Quand il n'arriva pas, Hélène le rappela gentiment à Olivier lors d'un appel. « Oh, maman, je suis tellement désolée », avait-il dit, l'air sincèrement contrit. Les choses ont été serrées avec tous les nouveaux meubles et la voiture d'Isabelle avait besoin de réparation. « Je peux te le donner le mois prochain ?» Le mois prochain était devenu le trimestre suivant. Puis, finalement, le sujet cessa d'être mentionné. Hélène n'avait pas insisté, ne voulant pas tendre leur relation déjà fragile. Ce n'était que de l'argent après tout, et Olivier était son fils. Elle lui faisait confiance pour honorer sa promesse un jour. Mais alors qu'une année de paiement manqué devenait 2, puis 3, Hélène commença à s'inquiéter non seulement pour l'argent, mais pour ce qu'il représentait. Olivier avait toujours été responsable et fidèle à sa parole. Son incapacité à honorer cet engagement semblait symptomatique d'un problème plus vaste. L'incident le plus alarmant s'est produit il y a 6 mois, quand Hélène s'est rendue chez Olivier et Isabelle à l'improviste, espérant surprendre Olivier pour son anniversaire avec son gâteau au chocolat fait maison préféré. Isabelle avait ouvert la porte, son sourire se figeant en voyant Hélène. « Hélène, quelle surprise !»« Olivier n'est pas là. Il travaille tard. »« Oh, je pensais lui laisser ce gâteau », avait dit Hélène, tendant le gâteau au chocolat soigneusement emballé qu'elle avait passé la matinée à préparer. Isabelle avait pris le gâteau avec une contrariété à peine dissimulée. « C'est gentil, mais tu sais, Olivier surveille ses glucides ces jours-ci, et nous préférons vraiment que les gens appellent avant de passer. » Hélène s'était excusée et était partie, se sentant comme une intruse plutôt qu'un membre de la famille. En s'éloignant, elle avait jeté un coup d'œil dans son rétroviseur et avait vu Isabelle jeter le gâteau dans la poubelle sur le trottoir.
Ce soir-là, Olivier avait appelé pour la remercier de s'être souvenu de son anniversaire, mais n'avait fait aucune mention du gâteau. Quand Hélène lui avait demandé s'il l'avait apprécié, il y eut une pause avant qu'il ne réponde. C'était délicieux, maman, exactement comme dans mes souvenirs. Le mensonge avait fait plus mal que le fait qu'Isabelle ait jeté le gâteau. Il confirmait ce qu'Hélène soupçonnait. Olivier était pris dans une toile de tromperie, dont l'un des fils consistait à maintenir sa mère à distance. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut quand Olivier manqua l'anniversaire de la mort de son père, un événement qu'ils avaient toujours commémoré ensemble, en visitant la tombe de Thomas puis en déjeunant dans son restaurant préféré. Hélène avait attendu au cimetière pendant plus d'1 heure avant d'accepter qu'Olivier ne viendrait pas. Quand elle l'appela plus tard, Isabelle répondit « Oh, Hélène, je suis tellement désolée. Olivier a une terrible migraine aujourd'hui. Il ne peut absolument pas conduire ni parler. Je lui dirai de t'appeler demain. » Mais Olivier n'avait pas appelé le lendemain, ni le surlendemain. Quand il la contacta enfin, ses excuses semblaient répétées. « Maman, je suis vraiment désolée d'avoir manqué l'anniversaire de papa. Le travail a été fou et j'ai eu ces migraines. » Hélène avait voulu le confronter, lui demander pourquoi il mentait, exiger de savoir ce qui se passait dans sa vie qui causait cette rupture entre eux. Mais elle s'était retenue, craignant qu'en insistant trop, elle ne l'éloigne davantage. « Ce n'est rien, mon chéri, » avait-elle dit à la place. « Nous le ferons l'année prochaine. » En raccrochant, Hélène avait fixé la photo de Thomas sur sa table de chevet. « Quelque chose ne va pas, Tom ?» avait-elle murmuré à l'image de son défunt mari. « Je ne sais pas quoi faire. » Elle n'aurait pas pu savoir alors que les réponses à ces questions viendraient assez tôt, d'une manière qui secouerait les fondations de son monde et mettrait à l'épreuve les limites de sa force et de son amour. Le mardi matin d'octobre commença comme n'importe quel autre. Hélène était dans son jardin, taillant ses roses et profitant de l'air frais de l'automne. Les fleurs rouges et roses vibrantes étaient particulièrement belles cette année, un petit triomphe qui lui procurait une immense satisfaction. Le bruit d'un moteur de voiture troubla la tranquillité. Hélène reconnut le bourdonnement familier du SUV d'Olivier avant même de le voir s'arrêter dans son allée. La manière abrupte dont les portières claquèrent envoya une vague de malaise en elle. Posant son sécateur, Hélène essuya ses mains sur son tablier de jardinage et se dirigea vers l'avant de la maison. La scène qui l'accueillit la laissa pétrifiée. Olivier se tenait sur son porche, son apparence habituellement soignée en désordre. Sa cravate pendait lâchement autour de son cou, et des cernes sombres ombraient ses yeux. À côté de lui se tenait Isabelle, impeccablement vêtue comme toujours. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré l'heure matinale. Mais ce furent les bagages qui les entouraient qui alarmèrent vraiment Hélène, 2 grandes valises à côté d'Isabelle, et d'autres sacs encore dans le coffre du SUV. « Maman » appela Olivier, sa voix tendue. « Nous devons parler. » Hélène déverrouilla sa porte d'entrée avec des mains qui semblaient soudainement froides. « Qu'est-ce passé-t-il? Tout va bien ?» Il la suivira. L'intérieur, leurs pas résonnant sur son parquet. Hélène remarqua les yeux perçants d'Isabelle qui balayait le salon, faisant l'inventaire des meubles et des décorations comme si elle en calculait la valeur. « Maman, nous avons quelque chose à te dire. » commença Olivier, s'asseyant lourdement dans le vieux fauteuil, le même où Thomas s'asseyait avant de décéder. Hélène se versa une tasse de café de la cafetière qu'elle avait préparée plus tôt ce matin-là, ses mains stables malgré le malaise grandissant dans sa poitrine. « J'écoute. » Olivier jeta un coup d'œil à Isabelle, qui lui fit un signe de tête presque imperceptible. « Nous avons vendu la maison. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée. Hélène posa sa tasse de café avec précaution, la céramique produisant un léger cliquetis contre la soucoupe. « Quelle maison ?» demanda-t-elle, bien que quelque chose au fond de son estomac connaissait déjà la réponse. « Notre maison, dit-il. Celle sur l'avenue des Érables. » Hélène sentit comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. La belle maison meulière qu'elle les avait aidés à acheter. La maison pour laquelle elle avait contribué 40 000 € de ses économies de retraite pour la compte. La maison où elle avait passé d'innombrables week-ends à les aider à rénover, peignant les murs jusqu'à en avoir mal au dos, plantant le jardin qu'Isabelle n'avait jamais apprécié. « Vous l'avez vendue. » La voix d'Hélène sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous pensiez à la vendre ?» Isabelle parla pour la première fois depuis son entrée chez Hélène. « Nous n'avions pas besoin de permission, Hélène. C'est notre maison. » Son ton était froid, factuel. Il y avait autre chose là, quelque chose qui donnait la chair de poule à Hélène. « Je comprends que c'est votre maison, » dit Hélène avec précaution. « Mais je veux dire, nous avions discuté de vos projets d'y rester à long terme. Vous aviez dit que c'était parfait pour élever les enfants que vous vouliez avoir. » Olivier se tortilla mal à l'aise. « Les plans changent, maman. »« Combien en avez-vous obtenu ?» demanda Hélène. « 620 000 €, répondit Isabelle avant qu'Olivier ne puisse parler. Il y avait quelque chose de presque joyeux dans sa voix, comme si elle partageait une nouvelle excitante. Le souffle d'Hélène se coupa. 620 000 €.
C'était plus qu'elle n'avait gagné au cours des 10 dernières années de travail avant sa retraite. C'est merveilleux, réussit-elle à dire. Alors, où déménagez-vous? Avez-vous trouvé un endroit plus grand? Quelque part dans un meilleur secteur scolaire? Le silence qui suivit fut assourdissant. Olivier fixait ses mains. Isabelle examinait ses ongles parfaitement manucurés. En fait, maman, dit finalement Olivier. Nous espérions pouvoir rester ici avec toi, juste temporairement, le temps de nous organiser. Hélène cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Rester ici? Ce ne serait que pour un petit moment, s'empressa-t-il d'expliquer. Peut-être quelques mois. Nous ne serions pas un problème. Mais qu'est-il arrivé à l'argent de la vente? Demanda Hélène. Un autre silence suivit. Plus lourd et plus dangereux que le premier. Eh bien, dit Isabelle en lissant sa jupe. J'avais quelques dépenses. Des choses dont je devais m'occuper. Quel genre de dépenses? Des choses personnelles, dit-elle, son ton suggérant que la conversation était terminée. Mais Hélène n'était pas prête à laisser tomber. Isabelle, vous venez de vendre une maison pour plus de 600 000 €. Qu'est-ce qui pourrait? J'ai acheté des bijoux, interrompit Isabelle. Et des vêtements. J'ai fait nettoyer ma voiture et améliorer l'intérieur. J'ai aussi fait un séjour thermal à Biarritz avec ma sœur. Oh, et j'ai remboursé mes cartes de crédit. Hélène la fixa, attendant qu'elle continue d'expliquer où était passé le reste de l'argent. Quand elle ne le fit pas, Hélène sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Combien de bijoux? Demanda-t-elle doucement. Est-ce que ça a de l'importance? Rétorqua Isabelle. C'était mon argent à dépenser. Votre argent? Les mots s'échappèrent avant qu'Hélène ne puisse les retenir. Olivier leva enfin les yeux. Maman, SILT plate. Nous avons juste besoin d'un endroit où rester le temps de nous remettre sur pied. Vous remettre sur pied? Répéta Hélène. Olivier, vous veniez d'avoir plus d'un demi-million d'euros. Comment n'êtes-vous pas sur pied? C'est compliqué, marmonna-t-il. Hélène regarda son fils et sa femme, les voyant clairement pour peut-être la première fois. Olivier, son garçon, qu'elle avait élevé pour être responsable, pour réfléchir avant d'agir, était assis dans son salon, sans abri, bien qu'il ait eu plus d'argent que la plupart des gens ne voient dans une vie. Et Isabelle, qui n'avait pas travaillé un seul jour depuis son mariage avec son fils, était assise là dans ce qui semblait être une tenue toute neuve qui coûtait probablement plus que la pension mensuelle d'Hélène. Où est passé tout l'argent, Isabelle? Demanda à nouveau Hélène, sa voix plus ferme cette fois. Isabelle leva les yeux au ciel. Je t'ai dit que j'avais des dépenses. Des dépenses d'une valeur de 620 000 €. Ce ne sont pas tes affaires, Hélène. Quelque chose se brisa en Hélène. C'est devenu mes affaires quand vous vous êtes présentée à ma porte pour demander un logement. Olivier mit sa tête dans ses mains. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Plus difficiles qu'elles ne le sont? Hélène se leva, son café oublié. Olivier, aide-moi à comprendre. Vous aviez une belle maison, de l'argent en banque, et maintenant vous demandez à emménager avec votre mère de 64 ans parce que ta femme a tout dépensé en bijoux et en séjours thermaux. Ce n'était pas que des bijoux et des séjours thermaux, dit Isabelle sur la défensive. J'avais des dettes à rembourser. Quelles dettes? Des dettes de carte de crédit. Combien? Isabelle la Fedroya du regard. Assez. Hélène avait l'impression de se noyer. Elle regarda son fils. Combien de dettes avait-elle, Olivier? Olivier soupira profondément. 80 000 € de dettes de carte de crédit. Hélène se sentit prise de vertige. Qu'a-t-elle acheté avec 80 000 € sur des cartes de crédit? Des vêtements, surtout, dit-il doucement. Des chaussures, des sacs à main, des vacances avant notre mariage. Et le reste de l'argent de la maison? Olivier regarda Isabelle, qui étudiait maintenant son téléphone comme si cette conversation ne la concernait pas. Elle voulait redécorer la maison de sa sœur en surprise, dit-il. Et elle a acheté une nouvelle voiture pour sa mère, et elle voulait investir dans l'entreprise de son ami. Quel genre d'entreprise? Une boutique, dit Isabelle sans lever les yeux de son téléphone. Ça va avoir beaucoup de succès. Combien as-tu investi? 300 000 €. Le chiffre frappa Hélène comme un coup physique. 300 000 € investis dans la boutique d'une amie par une femme qui n'avait jamais géré d'entreprise, jamais eu d'emploi, jamais montré d'intérêt pour autre chose que le shopping et les soins de spa. Alors, si je comprends bien, dit Hélène, sa voix à peine plus qu'un murmure. Vous avez vendu votre maison pour 620 000 €. 80 000 € ont servi à rembourser les dettes de carte de crédit d'Isabelle. 300 000 € ont été investis dans la boutique de son ami. Qu'est-il arrivé au reste? Je te l'ai dit, dit Isabelle, levant enfin les yeux de son téléphone avec irritation. J'avais des dépenses, les bijoux, les séjours thermaux, le nettoyage de la voiture, quelques meubles pour la boutique, des cadeaux pour ma famille. Les choses s'additionnent.
Hélène calcula rapidement dans sa tête. Même en étant généreuse avec les dépenses d'Isabelle, il aurait dû rester au moins 150 000 €, peut-être plus. Où est le reste de l'argent? Demanda-t-elle. Il n'y a pas de reste, dit Isabelle. C'est parti. Part 1. Plus de 600 000 € partis en quelques mois en bijoux, séjours thermaux, dettes de carte de crédit et un investissement dans une boutique dont Hélène était prête à parier qu'il ne verrait jamais de profit. Hélène se rassit dans son fauteuil, sentant chacune de ses 64 années peser sur ses os. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait du fils qu'elle avait élevé, des valeurs qu'elle avait essayé de lui inculquer, et de la femme qu'il avait d'une manière ou d'une autre convaincue de tout jeter par la fenêtre. Alors maintenant, vous voulez vivre ici, dit Hélène. Juste temporairement, répéta Olivier. Helene regarda assez petite maison. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine minuscule. Elle avait travaillé pendant 30 ans pour payer cette maison, pour avoir un endroit qui était à elle, où elle pourrait vivre sa retraite en paix. Et quel est votre plan? Demanda-t-elle. Comment comptez-vous vous remettre sur pied? Olivier et Isabelle échangèrent un regard. Eh bien, dit Isabelle, Olivier travaillera, évidemment, et je suis sûre que la boutique commencera bientôt à faire des bénéfices, et si ce n'est pas le cas, elle haussa les épaules, alors nous trouverons autre chose. Hélène fixa cette femme qui avait convaincu son fils de vendre sa maison et de dépenser plus d'un demi-million d'euros en quelques mois, et qui était maintenant assise dans son salon avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui s'attend à être pris en charge. Non, dit Hélène doucement. Quoi? Olivier leva brusquement les yeux. J'ai dit, non, vous ne pouvez pas rester ici. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Le mot « non » flottait dans l'air entre eux comme un défi. Hélène vit le visage de son fils s'effondrer, mais ce fut la réaction d'Isabelle qui la troubla vraiment. Son masque parfaitement composé glissa un instant, révélant quelque chose de froid et de calculateur en dessous. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse, » dit Olivier, sa voix s'élevant. « Nous sommes de la famille. » « Oui, nous sommes de la famille, » répondit Hélène, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. « C'est pourquoi je ne vais pas cautionner ce désastre que vous avez créé. » Isabelle posa son téléphone sur la table basse d'Hélène avec une force délibérée. « Cautionner quel désastre, Hélène? Mon mari a pris une décision commerciale. Tous les investissements ne sont pas rentables immédiatement. » Décision commerciale? Hélène ne put s'empêcher de laisser transparaître son incrédulité. Dépenser 600 000 € en bijoux, en séjours thermaux et dans la boutique de ton ami n'est pas une décision commerciale, Isabelle. C'est une dépense imprudente. Comment oses-tu juger la façon dont je dépense mon argent? Lança-t-elle, son calme se fissurant enfin. Ce n'était pas ton argent, dit Hélène doucement. C'était la valeur nette d'une maison pour laquelle mon fils a travaillé, que j'ai aidé à acheter. Olivier se leva brusquement, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre d'Hélène. Maman, nous ne demanderions pas si nous avions un autre endroit où aller. Et la famille d'Isabelle? Ses parents, sûrement. Ses parents vivent dans un 2 pièces, dit Olivier. Et sa sœur n'a pas de place. La sœur dont elle avait dépensé des milliers d'euros pour redécorer la maison en surprise. Les yeux d'Isabelle brillèrent de colère. Mes relations personnelles ne te regardent pas. Hélène se leva, sa patience finalement épuisée. Elles sont devenues mon affaire au moment où vous vous êtes présenté à ma porte pour demander de l'aide. Tu as dépensé l'avenir de mon fils en futilité. Et maintenant tu t'attends à ce que je nettoie les dégâts. Ce ne sont pas des futilités, cria Isabelle en se levant d'un bond. Tu ne comprendrais pas. Tu as vécu toute ta vie dans cette petite maison, portant les mêmes vieux vêtements, conduisant la même vieille voiture. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir des standards. L'insulte atteignit sa cible, mais Hélène refusa de le montrer. Non, Isabelle. Je ne sais pas ce que c'est que de dépenser l'argent des autres en luxe tout en s'attendant à ce qu'ils me logent quand l'argent vient à manquer. Olivier se détourna de la fenêtre, le visage rouge. Maman, SILT plate. Je sais qu'Isabelle a fait des erreurs. Des erreurs? Interrompit Helene. Olivier, elle a dépensé plus de 600 000 € en quelques mois. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma de comportement. Tu ne sais rien de notre mariage, siffla Isabelle. Je sais ce que c'est que de vivre selon ses moyens, répondit Hélène. Je sais ce que c'est que d'économiser pour les choses que je veux au lieu d'attendre que les autres les paient pour moi. Le visage d'Isabelle se tordit de rage. Eh bien, n'es-tu pas parfaite, Hélène? La mère parfaite qui a élevé le fils parfait qui a épousé la mauvaise femme. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. C'est écrit sur ton visage chaque fois que tu me regardes. La vérité, c'est qu'Isabelle avait en partie raison. Hélène n'avait jamais aimé Isabelle depuis le moment où Olivier l'avait ramenée à la maison il y a 3 ans. Mais ce n'était pas à cause de ses origines ou de son apparence. C'était à cause de moments comme celui-ci, où son masque glissait et révélait la personne manipulatrice et pleine de droits qui se cachait en dessous. Isabelle, dit Hélène avec précaution. Je ne t'aime pas à cause de qui tu es.
Je n'aime pas les choix que tu fais et comment ils affectent mon fils. Ton fils est un homme adulte qui fait ses propres choix, rétorqua Isabelle. Vraiment? Parce que de là où je suis, il semble que tu fasses tous les choix et qu'il se contente de suivre. Olivier intervint enfin, la voix tendue. Maman, ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Dis-moi, Olivier, de qui venait l'idée de vendre la maison? Il hésita. Nous en avons discuté ensemble. De qui venait l'idée d'investir 300 000 € dans une boutique? Autre hésitation. Isabelle pensait que c'était une bonne opportunité. De qui venait l'idée de dépenser 80 000 € pour rembourser des dettes de carte de crédit dont tu ignorais même l'existence jusqu'après votre mariage? Le visage d'Olivier blêmit, mais il ne répondit pas. Réponds à la question, Olivier. Qui a pris les décisions financières dans votre mariage? Nous les prenons ensemble, dit-il faiblement. Isabelle éclata de rire, un son rauque qui résonna sur les murs du salon d'Hélène. Oh, s'il te plaît, Olivier, dis la vérité à ta mère. Dis-lui comment tu m'as supplié de t'épouser. Dis-lui à quel point tu étais reconnaissant que quelqu'un comme moi daigne même regarder quelqu'un comme toi. Helene sent its sons sang a sea glacier. Quelqu'un comme toi? Oui, Hélène, dit Isabelle, sa voix dégoulinant de venin. Quelqu'un de beau. Quelqu'un de sophistiqué. Quelqu'un qui aurait pu avoir n'importe quel homme qu'elle voulait. Ton fils c'est qu'il a gagné au loto en m'épousant. Hélène regarda Olivier, attendant qu'il se défende, qu'il montre un peu de cran. Au lieu de cela, il fixait le sol, les épaules affaissées par la défaite. Et maintenant, continua Isabelle, quand nous avons besoin d'aide, sa propre mère nous tourne le dos. Quelle sorte de mère fait ça? Le genre qui ne regardera pas son fils se faire détruire par une femme manipulatrice, dit Hélène, sa voix s'élevant malgré ses efforts pour rester calme. C'est alors qu'Isabelle dépassa les bornes. Vieille femme aigrie, hurla-t-elle. Tu es juste jalouse parce que ton fils m'a choisi plutôt que toi. Tu ne supportes pas qu'il m'aime plus qu'il n'aime sa pathétique et solitaire mère. Isabelle, arrête, dit Olivier, mais sa voix manquait de conviction. Non, je n'arrêterai pas. Elle a besoin d'entendre ça. Tu es une vieille dame misérable vivant dans une maison délabrée, jalouse de tous ceux qui ont plus que toi. Eh bien, devine quoi, Hélène? Ton fils n'a plus besoin de toi. Il aime moi. Hélène sentit quelque chose se briser en elle. Toutes les années à se mordre la langue, à essayer d'être diplomate, à regarder cette femme empoisonner lentement sa relation avec son fils, tout s'effondra. Sortez, dit-elle doucement. Quoi? J'ai dit, sortez de ma maison. Isabelle éclata de rire. Tu ne peux pas nous mettre dehors. Nous n'avons nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Maman. Plida Olivier. S'il te plaît, reconsidère. Nous n'avons vraiment nulle part ailleurs. Tu aurais dû penser avant de laisser ta femme dépenser tout votre avenir en bijoux et en soins de spa. Isabelle s'approcha d'Hélène, le visage tordu de fureur. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça devant mon mari. C'est ma maison, dit fermement Hélène. Je te parlerai comme je veux, et en ce moment, je veux que vous partiez. Nous n'allons nulle part, dit Isabelle en croisant les bras. Olivier, dis à ta mère que nous restons. Hélène regarda son fils, cet homme qu'elle avait élevé pour défendre ce qui était juste, pour protéger les gens qu'il aimait. Au lieu de cela, elle vit une personne brisée qui avait laissé sa femme lui marcher dessus depuis si longtemps qu'il ne se souvenait plus comment se battre. Olivier, dit-elle doucement, s'il te plaît, demande à ta femme de quitter ma maison. Il regarda entre elles, le visage angoissé. Maman, s'il te plaît, laisse-nous juste rester quelques jours le temps de nous organiser. Non. C'est alors qu'Isabelle perdit tout le sang-froid qui lui restait. Très bien, hurla-t-elle. Tu veux être une égoïste sans cœur? Alors nous allons nous assurer que tout le monde sache exactement quel genre de mère tu es. Elle se précipita vers la porte d'entrée d'Hélène, l'ouvrant si fort qu'elle claqua contre le mur. Les voisins d'Hélène, Élise Lambert d'en face et les Martin d'Alexandra côté, étaient dehors dans leur jardin. Ils levèrent les yeux au bruit. Vous voulez savoir quel genre de femme est vraiment Hélène Dubois? Cria Isabelle, sa voix portant dans la rue tranquille. Elle met son propre fils à la rue, sa propre chair et son propre sang. Hélène sentit ses joues brûler d'embarras alors que les voisins arrêtaient ce qu'ils faisaient pour regarder la scène qui se déroulait sur son porche. Isabelle, s'il te plaît, dit Olivier, montrant enfin un peu de fermeté. Mais il était trop tard. Non, hurla-t-il. Qu'ils sachent tous que cette femme a élevé un fils qui a travaillé toute sa vie pour acheter une belle maison. Et quand la vie est devenue un peu difficile, quand nous avons eu besoin d'aide, elle nous a claqué la porte au nez. Élise Lambert s'approcha un peu, essayant clairement d'entendre chaque mot. Nous avons demandé une aide temporaire, continua Isabelle, des larmes coulant maintenant sur son visage. Des larmes dont Hélène était sûre qu'elles étaient entièrement calculées. Juste un endroit où rester le temps de nous remettre sur pied. Et cette femme sans cœur a dit non à son propre enfant.
Hélène se tenait dans l'embrasure de sa porte, regardant ce spectacle, se sentant plus humiliée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Sa rue tranquille, où elle vivait depuis 15 ans, où ses voisins la respectaient, était maintenant témoin de ce spectacle. « Ça suffit » dit-elle en sortant sur son porche. « Non, ça ne suffit pas. » Isabelle se retourna pour lui faire face. « Tu te crois tellement meilleure que tout le monde, mais tu n'es qu'une vieille femme. Égoïste qui ne supporte pas de voir les autres heureux. Isabelle, arrête ça tout de suite. Pourquoi? Parce que tu es embarrassée. Bien. Tu devrais être embarrassée. » C'est alors qu'elle fit quelque chose qui changea tout. Devant les voisins d'Hélène, devant Dieu et tout le monde, Isabelle Deschamps leva la main et gifla Hélène au visage. Le son résonna dans la rue tranquille comme un coup de feu. Hélène chancela en arrière, sa main volant vers sa joue, plus par choc que par douleur. Pendant un instant, personne ne bougea. Même Isabelle semblait surprise de ce qu'elle venait de faire. Elise Lambert Halida, de manière audible. Monsieur Martin, qui tondait sa pelouse, arrêta la tondeuse et resta bouche bée. Hélène regarda son fils, attendant qu'il la défende, qu'il montre une certaine indignation face au fait que sa femme venait d'agresser sa mère. Au lieu de cela, Olivier se tenait là, l'air confus et dépassé. « Tu viens de me frapper » demanda Hélène doucement, sa voix stable malgré la rage qui montait en elle. Isabelle leva le menton avec défi. « Tu le mérites. » Mettre ta propre famille à la rue comme de vulgaires déchets. Hélène regarda ses voisins, tous témoins de cette humiliation. Élise avait l'air horrifiée. Les Martins se chuchotaient quelque chose. Même le facteur avait arrêté sa camionnette pour regarder. « Olivier, » dit Hélène, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ta femme vient de m'agresser devant tout le quartier. » Il ouvrit la bouche comme pour parler, puis la referma. « Et tu vas rester là sans rien faire. » Maman, Jay. Elle est contrariée. Elle ne le pensait pas? Elle ne pensait pas à me gifler au visage? Isabelle s'interposa entre eux. « N'essaie pas de te faire passer pour la victime, Hélène. Tu as cherché ça. » Hélène fixa cette femme qui venait de l'humilier devant ses voisins, qui avait convaincu son fils de jeter son avenir financier par la fenêtre, et qui essayait maintenant de la faire passer pour la méchante dans son récit tordu. « Sortez de ma propriété, dit-elle doucement. « Fais-moi sortir, » ricana Isabelle. Hélène regarda son fils une dernière fois, espérant voir un signe qu'il tiendrait tête à Isabelle, qu'il choisirait le bien plutôt que le mal. Au lieu de cela, elle vit un homme qui avait été si complètement manipulé qu'il ne pouvait même pas défendre sa propre mère d'une agression physique. « Vous avez 5 minutes pour prendre vos bagages et quitter ma propriété, » dit Hélène. « Si vous n'êtes pas parti d'ici là, j'appelle la police. »« Tu n'oserais pas, » dit Isabelle. Mais Hélène pouvait voir l'incertitude poindre dans ses yeux. Hélène sortit son téléphone portable de sa poche et composa le 17. Pendant que le téléphone sonnait, elle vit le visage d'Isabelle passer du défi à la panique. Elle attrapa le bras d'Olivier. « Dis à ta mère de raccrocher ce téléphone tout de suite, » siffla-t-elle. Mais Hélène parlait déjà à l'opérateur, donnant son adresse, expliquant qu'elle avait besoin d'un agent pour l'aider à expulser des intrus de sa propriété qui étaient devenus violents. Quand elle raccrocha, Isabelle la regardait avec incrédulité. « Tu as vraiment appelé la police pour ton propre fils? »« Non, » dit calmement Hélène. « J'ai appelé la police pour la femme qui vient de m'agresser devant des témoins. » Pour la première fois depuis qu'Hélène la connaissait, Isabelle Deschamps parut réellement effrayée. La police arriva en moins de 10 minutes, bien que cela semblât une éternité. L'agente Rachel Martinez était une jeune femme, peut-être au début de la trentaine, avec des yeux bienveillants et une attitude professionnelle qui mit immédiatement Hélène à l'aise. L'agent Michel Wilson, son partenaire, était plus âgé, probablement proche de l'âge d'Hélène, avec des tempes grises et l'air las de quelqu'un qui avait vu trop de drames familiaux au fil des ans. Au moment de leur arrivée, Isabelle avait réussi à se ressaisir quelque peu. Elle avait cessé de pleurer et avait arrangé ses cheveux, mais Hélène pouvait voir la panique qui subsistait dans ses yeux. Olivier se tenait à côté de ses bagages, ressemblant à un enfant perdu. « Madame, » dit l'agente Martinez en s'approchant d'abord d'Hélène. « Nous avons reçu un appel concernant une agression. »« Oui, » dit Hélène, désignant sa joue encore cuisante. « Cette femme m'a giflé. »« L'agent Wilson regarda Isabelle. »« Est-ce vrai, madame ?»« Elle était déraisonnable, » dit Isabelle, comme si cela justifiait la violence physique. Nous avions juste besoin d'un endroit où rester temporairement, et elle nous a mis dehors comme si nous étions des étrangers. Cela ne vous donne pas le droit de frapper qui que ce soit, dit fermement l'agente Martinez. Elle se tourna vers Hélène. Madame, voulez-vous porter plainte? Hélène regarda son fils, debout, la tête baissée, ne disant rien pour sa défense. Cet homme qu'elle avait élevé, pour qui elle s'était sacrifiée, qu'elle avait aimé inconditionnellement. Et il ne pouvait même pas condamner sa femme pour avoir frappé sa mère. Oui, dit-elle doucement. Je veux porter plainte. Le visage d'Isabelle devint blanc. Vous ne pouvez pas être sérieuse.
L'agression est une accusation grave, madame, dit l'agent Wilson. Nous avons plusieurs témoins qui vous ont vu frapper madame Dubois. En effet, les voisins d'Hélène étaient toujours dans leur jardin, regardant le drame se dérouler. Élise Lambert hocha vigoureusement la tête lorsque l'agente Martinez regarda dans sa direction. « J'ai tout vu » cria Élise. Elle a frappé Hélène en plein visage, sans provocation. « C'est ridicule » protesta Isabelle. « C'est ma belle-mère. C'est un différend familial. » « Famille ou pas, dit l'agente Martinez, une agression est une agression. Vous devrez venir avec nous. » Alors qu'il conduisait Isabelle vers la voiture de patrouille, elle se retourna vers Olivier. « Ne reste pas là. Fais quelque chose. » Mais Olivier semblait figé, regardant sa femme se faire arrêter sur la pelouse de sa mère. Il regarda Hélène avec quelque chose qui aurait pu être une accusation. « Maman, devais-tu vraiment faire ça ?»« Oui, » dit Hélène avant qu'il ne puisse finir. « Je devais vraiment le faire. Ta femme m'a agressée devant tout le quartier, et tu es restée là à ne rien faire. C'est ta femme et je suis ta mère. Mais apparemment, cela ne signifie plus rien. » L'agent Wilson s'approcha avec un porte-bloc. « Madame Dubois, nous aurons besoin que vous veniez au poste pour faire une déposition formelle. Pouvez-vous le faire cet après-midi ? » « Bien sûr. » Alors que la voiture de police s'éloignait avec Isabelle sur la banquette arrière, Olivier chargea ses bagages dans son SUV. Il se déplaçait lentement, comme un homme en état de choc. « Où iras-tu » demanda Hélène. Malgré tout. Il haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être un hôtel pour ce soir. » « Avec quel argent ?» La question flottait dans l'air entre eux. Ils savaient tous les deux qu'ils ne pouvaient pas se permettre un hôtel indéfiniment. Ils savaient tous les deux que ce n'était que le début de ses problèmes. « Olivier, dit doucement Hélène. Ce n'est pas forcément la fin. Si tu la quittes, si tu admets que toute cette situation est mauvaise, nous pouvons surmonter ça. » Il la regarda avec des yeux fatigués. « C'est ma femme, maman. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. » Elle t'a abandonné au moment où elle a dépensé votre avenir en bijoux et en soins de spa. Ce n'est pas si simple. Si, last. C'est exactement aussi simple que ça. Il monta dans son SUV sans un mot de plus et partit, laissant Hélène debout sur son porche, se sentant plus seule qu'elle ne l'avait été depuis la mort de Thomas. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Hélène fit sa déposition au poste de police, détaillant non seulement l'agression, mais toute la confrontation. L'officier qui prenait sa déposition, la commissaire Mélanie Rousseau, était minutieuse et professionnelle. « Madame Dubois, dit-elle quand elles eurent terminé, je dois vous demander, est-ce la première fois que votre belle-fille est physiquement agressive avec vous ?» Hélène réfléchit à la question. Oui, physiquement. Mais elle est émotionnellement manipulatrice depuis des années. Pouvez-vous développer ? Hélène lui parla de l'isolement progressif de son fils, de la façon dont Isabelle semblait toujours programmer leur visite à des moments où elle savait qu'Hélène ne pourrait pas venir, de la façon dont elle avait convaincu Olivier de manquer les réunions de famille et les fêtes. Elle expliqua comment Isabelle avait lentement retourné son fils contre elle, lui faisant croire que sa mère était trop critique et envahissante. Puis il y avait la situation financière. Vous avez mentionné qu'ils ont vendu leur maison et dépensé l'argent, plus de 600 000 euros, demanda la commissaire Rousseau. Oui, dit Hélène. Parti en quelques mois. La commissaire Rousseau siffla doucement. C'est beaucoup d'argent à dépenser si vite. Elle a des goûts de luxe et aucune notion de vivre selon ses moyens. Et votre fils a accepté ça ? Helene Sapira. Mon fils a été complètement manipulé par cette femme. Il ne voit pas ce qu'elle lui fait, à son avenir, à notre famille. Ce soir-là, seule dans sa maison, Hélène s'assit à sa table de cuisine avec une tasse de tisane et réfléchit vraiment à sa situation pour la première fois. Porter plainte contre Isabelle n'était que le début. Elle reviendrait. Ils reviendraient tous les deux. Et la prochaine fois, ils ne seraient peut-être pas si directs dans leurs demandes. Hélène pensa à la maison de l'avenue des Érables, celle qu'elle les avait aidés à acheter. 40 000 euros de ses économies de retraite, de l'argent qu'elle avait mis des décennies à accumuler. De l'argent qui avait essentiellement été jeté par les fenêtres avec le reste de leur capital. Mais ensuite, elle se souvint de quelque chose. Quand ils avaient acheté la maison, il y avait eu de la paperasse, beaucoup de paperasse. Et parce qu'elle avait contribué une part si importante de l'acompte, l'avocat immobilier avait insisté sur certaines protections. Hélène alla à son classeur et sortit le dossier intitulé « Achat maison Olivier ». À l'intérieur se trouvaient des copies de tous les documents de la vente, y compris quelque chose qu'elle avait presque oublié, une reconnaissance de dette. L'avocat avait insisté là-dessus quand elle leur avait donné les 40 000 euros. « Madame Dubois, avait-il dit à l'époque, je recommande fortement que cela soit structuré comme un prêt plutôt qu'un don. Cela protège vos intérêts et garantit que votre fils comprend la gravité d'accepter une telle somme. » À l'époque, Hélène avait protesté. Elle ne voulait pas en faire un prêt. Elle voulait aider son fils.
Mais Olivier lui-même avait insisté. Maman, je veux te rembourser. Cela doit être officiel. La reconnaissance de dette était claire, 40 000 € à rembourser à un taux d'intérêt annuel de 5%, les paiements commençant un an après la date d'achat. Le prêt était garanti par la propriété elle-même, ce qui signifiait qu'Hélène avait un intérêt légal dans la maison. Mais ils avaient vendu la maison sans la rembourser, sans même mentionner le prêt en suspens. Hélène prit son téléphone et composa le numéro de maître Jacques Bernard, l'avocat qui s'était occupé de l'achat initial. Sa secrétaire lui dit qu'il pourrait la voir le lendemain matin. Cette nuit-là, Hélène dormit à peine. Elle ne cessait de penser à Olivier quand il était petit garçon, comment il se glissait dans son lit pendant les orages, à quel point il était fier quand il avait obtenu son diplôme universitaire, comment il avait pleuré aux funérailles de son père et promis qu'il prendrait toujours soin d'elle. Où était passé ce garçon? Comment était-il devenu cet homme qui restait silencieux pendant que sa femme agressait sa mère? Le lendemain matin, Hélène s'habilla soigneusement de son meilleur tailleur et se rendit au bureau de maître Jacques Bernard. C'était un homme distingué d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et avec le genre de présence qui commandait le respect. « Madame Dubois » dit-il en lui serrant chaleureusement la main. « J'ai été navré d'apprendre vos ennuis. Asseyez-vous, s'il vous plaît, et racontez-moi ce qui s'est passé. » Hélène expliqua toute la situation, la vente de la maison, l'argent gaspillé, l'agression, l'arrestation. Jacques écouta sans l'interrompre, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes juridique. Quand elle eut fini, il se pencha en arrière dans son fauteuil et l'étudia attentivement. « Hélène, dit-il, comprenez-vous que vous avez d'importants recours juridiques ici? Que voulez-vous dire? La reconnaissance de dette garantissant votre prêt de 40 000 € a été enregistrée comme une hypothèque légale sur la propriété. Lorsque votre fils a vendu cette maison sans satisfaire cette dette, il a violé les termes de l'acte. Vous avez des motifs à la fois pour rupture de contrat et pour détournement de fonds. » Hélène sentit un frémissement dans sa poitrine. Pas tout à fait de l'espoir, mais quelque chose de plus fort que la résignation. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie que vous pouvez poursuivre en justice pour le montant total du prêt, plus les intérêts, plus les dommages et intérêts. Et parce que la dette était garantie par un bien immobilier, vous pourriez être en mesure de saisir d'autres actifs pour satisfaire le jugement. Quels autres actifs? Jacques sourit sombrement. Eh bien, voyons ce qu'il reste à votre fils et à votre belle-fille après leur frénésie de dépenses. Au cours de l'heure suivante, Jacques expliqua en détail les options d'Hélène. Elle pouvait intenter une action civile pour obtenir le remboursement du prêt, plus les intérêts et les dommages et intérêts. Elle pouvait également engager des poursuites pénales pour vol par détournement, puisqu'ils avaient vendu un bien qui lui appartenait en partie sans son consentement. « Mais Jacques, dit Hélène, je ne veux pas détruire la vie de mon fils. Je veux juste qu'il comprenne que les actions ont des conséquences. » Parfois, Hélène, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un que vous aimez est d'arrêter de le protéger des conséquences de ses choix. Hélène réfléchit à cela en rentrant chez elle. Protégeait-elle Olivier en permettant à Isabelle de le manipuler? Cautionnait-elle ses mauvaises décisions en étant toujours là pour le rattraper quand il tombait? Au moment où elle rentra chez elle, elle avait pris sa décision. Elle appela Jacques Bernard et lui dit d'intenter le procès, non seulement contre Isabelle, mais contre eux deux. Ils étaient mariés. Ils avaient pris la décision ensemble de vendre la maison et ils en affronteraient les conséquences ensemble. Puis elle fit autre chose. Elle appela un serrurier et fit changer toutes ses serrures. Elle installa un système de sécurité avec des caméras qui enregistreraient quiconque s'approcherait de sa propriété. Elle n'allait pas se laisser surprendre à nouveau. Cet après-midi-là, Olivier appela. « Maman, Isabelle a PSA caution. »« Nous devons parler. »« Non, nous n'avons pas besoin de parler. »« Maman, SILT plate. »« Elle est désolée de t'avoir frappé. Elle était juste contrariée. »« Olivier, ta femme a volé 40 000 € puis m'a agressé quand j'ai refusé de vous loger tous les deux après que vous ayez gaspillé plus d'un demi-million d'euros. Il n'y a rien à discuter. » Qu'est-ce que tu veux dire par voler 40 000 €? Hélène expliqua l'histoire de la reconnaissance de dette, de l'hypothèque sur la maison, du procès qu'elle avait intenté ce matin-là. Le silence à l'autre bout du fil s'étira si longtemps qu'Hélène crut qu'il avait raccroché. « Maman, dit-il enfin, la voix tremblante. Tu ne peux pas nous poursuivre. Nous sommes de la famille. »« Tu as raison, Olivier. »« Nous sommes de la famille. C'est pourquoi ce que tu as fait bien plus mal que si un étranger m'avait volé. »« Nous ne t'avons pas volé. Vous avez vendu une maison qui avait une hypothèque de 40 000 € sans me rembourser. Comment appellerais-tu ça? » Un autre long silence. « Pour combien nous poursuis-tu? » 40 000 € plus 3 ans d'intérêt, plus les frais de justice, plus les dommages et intérêts pour détournement de fonds et rupture de contrat. Mon avocat estime le total à environ 67 000 €. Nous n'avons pas 67 000 €. Vous auriez dû penser avant de laisser ta femme dépenser tout votre avenir en bijoux et en soins de spa.
Maman, SILT plate. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement? Peut-être que nous pouvons te rembourser lentement au fil du temps. Tu veux dire, comme le disait la reconnaissance de dette originale, celle que vous avez ignorée pendant 3 ans avant de vendre la maison. Hélène pouvait l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Où logez-vous? Demanda-t-elle. Dans un motel, le moins cher que nous ayons pu trouver. Combien de temps pouvez-vous vous permettre d'y rester? Peut-être une semaine, 2 si nous faisons attention. Et après? Je ne sais pas, maman. Je ne sais vraiment pas. Pendant un instant, Hélène faillit faiblir. C'était son fils, son bébé, et il semblait si perdu et effrayé. Mais ensuite, elle se souvint de la main d'Isabelle la frappant au visage, et sa résolution se raffermit. Olivier J. Tam. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. Mais je ne serai pas manipulée, volée ou agressée. Si tu veux une relation avec moi, tu dois assumer la responsabilité de tes choix et des conséquences qui en découlent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois décider ce qui est le plus important pour toi. Ta relation avec ta femme ou ta relation avec ta mère. Parce qu'en ce moment, tu ne peux pas avoir les deux. Hélène raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, ses mains tremblant en posant le téléphone. Dehors, le soleil se couchait sur son quartier tranquille. Élise Lambert arrosait ses fleurs et Monsieur Martin faisait des ronds à vélo dans son allée. Tout semblait normal, paisible. Mais Hélène savait que plus rien ne serait jamais normal. Demain, Olivier et Isabelle recevraient les papiers du tribunal. Ils réaliseraient que leurs actions avaient de réelles conséquences, et Hélène découvrirait une fois pour toutes si le fils qu'elle avait élevé existait encore quelque part à l'intérieur de l'homme qu'Isabelle avait créé. 3 jours après qu'Hélène eut intenté le procès, maître Jacques Bernard appela avec une nouvelle qui lui glaça le sang. « Hélène, j'ai besoin que vous vous asseyiez, » dit-il, sa voix habituellement stable teintée d'inquiétude. Hélène s'affaissa sur sa chaise de cuisine, serrant plus fort le téléphone. « Qu'y a-t-il, Jacques ? » « Mon enquêtrice a examiné le passé de votre belle-fille, et nous avons découvert des choses que vous devez savoir. » Quand Jacques avait suggéré d'engager une détective privée nommée Patricia Morin pour enquêter sur le passé d'Isabelle, Hélène avait d'abord hésité. Cela semblait intrusif, presque sournois. Mais après ce qui s'était passé sur son porche, elle avait accepté. Maintenant, elle se préparait à ce qu'il avait découvert. Quel genre de choses? Isabelle a un schéma de ce comportement. Avant d'épouser votre fils, elle a été fiancée à 2 autres hommes. Les 2 relations se sont terminées lorsque les hommes ont découvert qu'elle utilisait leur carte de crédit sans permission. Dans un cas, elle a accumulé plus de 50 000 € de dettes avant que l'homme ne s'en rende compte. Look her dit Helene assis Sarah. Olivier est-il au courant de ça? Je ne pense pas. Elle est très douée pour brouiller les pistes. Hélène ferma les yeux, imaginant comment Olivier réagirait à cette information. Le croirait-il même? Mais il y a plus, continua Jacques. La boutique dans laquelle elle a investi, elle n'existe pas. Comment ça, elle n'existe pas? Mon enquêtrice n'a trouvé aucune licence commerciale, aucune vitrine, aucune preuve que cette boutique soit autre chose qu'un moyen pour son amie Alexia Morin d'obtenir 300 000 € gratuitement. Helene assis sentit mal. Donc, l'argent est juste parti. Il semble que oui. Elle se pencha en arrière dans sa chaise, l'ampleur de la tromperie la submergeant. Olivier n'avait pas seulement épousé une dépensière. Il avait épousé une escroc. Et Jacques hésita. Il y a autre chose. Quelque chose de pire. Hélène se prépara. Dites-moi. Elle a une liaison depuis au moins 6 mois, peut-être plus. La cuisine sembla basculer autour d'Hélène. Une liaison? L'homme est marié, riche, et elle utilise l'argent de votre fils pour financer leur relation. Les bijoux coûteux, les séjours thermaux, le nettoyage de la voiture, tout cela faisait partie de l'entretien de sa relation avec cet autre homme. Hélène agrippa le bord de la table pour se stabiliser. Son fils honnête et travailleur, avait été complètement détruit par une femme qui l'utilisait comme un guichet automatique tout en le trompant avec quelqu'un d'autre. Olivier est-il au courant de la liaison? Je ne crois pas. Mais Hélène, l'homme qu'elle voit, Robert Fournier, il met fin à la relation. Mon enquêtrice a parlé à sa femme, qui a découvert la liaison et lui a donné un ultimatum. C'est pourquoi Isabelle est soudainement désespérée pour de l'argent et un endroit où rester. Hélène réalisa. Son mécène l'avait coupé. Exactement. Hélène ferma les yeux, traitant cette information. Tout prenait sens maintenant. L'urgence soudaine de vendre la maison, la frénésie de dépenses imprudentes, le désespoir quand Hélène refusa de les laisser rester avec elle. Isabelle n'était pas seulement irresponsable avec l'argent. C'était une prédatrice qui avait systématiquement détruit la vie d'Olivier pour financer sa liaison. Que faisons-nous de cette information? Demanda Hélène. Nous l'utilisons, dit fermement Jacques. Dans le procès, nous pouvons arguer que l'argent a été obtenu par fraude et tromperie.
Nous pouvons aussi l'utiliser pour nous assurer que votre fils comprenne exactement qui il a épousé. Cet après-midi-là, l'huissier de justice livra les papiers du tribunal au motel où logeaient Olivier et Isabelle. Hélène le sut parce qu'Olivier l'appela 30 minutes plus tard, sa voix tremblant de rage. « Maman, c'est quoi ce bordel ?»« C'est un procès, Olivier. Je t'avais dit que j'allais le faire. 67 000 euros ? Tu nous poursuis pour 67 000 euros ? C'est ce que vous me devez, plus les intérêts, les frais de justice et les dommages et intérêts. Nous n'avons pas 67 000 euros. Jay says, dit Helene. C'est ce qui arrive quand on vole sa famille pour financer un style de vie qu'on ne peut pas se permettre. Nous ne t'avons pas volé. Olivier, vous avez vendu une maison qui avait une hypothèque de 40 000 euros sans me rembourser. En termes juridiques, c'est un détournement de biens garantis. Hélène pouvait entendre Isabelle en arrière-plan, criant quelque chose qu'elle ne pouvait pas distinguer. Elle veut savoir si tu as perdu la tête, relaya Olivier. Dis à ta femme que je suis complètement saine d'esprit. Je suis aussi complètement fatiguée d'être volée et agressée. Maman, SILT plate. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement? Peut-être que... Non, Olivier. Le temps des arrangements était il y a 3 ans, quand tu as manqué le premier paiement sur la reconnaissance de dette. Ou c'était il y a 6 mois, quand vous avez décidé de vendre la maison. Ou c'était la semaine dernière, quand vous vous êtes présenté à ma porte pour demander de l'aide après avoir gaspillé plus d'un demi-million d'euros. Le temps des arrangements est passé. Que veux-tu que nous fassions? Nous vivons dans un motel. Je veux que vous trouviez du travail et que vous commenciez à assumer la responsabilité du désordre que vous avez créé. Isabelle ne peut pas travailler. Elle n'a jamais eu d'emploi. Alors il est temps qu'elle apprenne. Maman, tu ne comprends pas. Elle n'est pas capable de faire un travail au SMIC. Elle est quoi, Olivier? Trop bien pour travailler, trop spéciale pour contribuer à sa propre survie? Le silence s'étira entre eux. Finalement, Olivier parla, sa voix plus calme maintenant. Elle dit qu'elle va contre-attaquer pour détresse émotionnelle ou quelque chose comme ça. Hélène faillit rire. Laisse-la essayer. J'ai des témoins de son agression et j'ai des documents pour chaque euro qu'elle a volé. Qu'a-t-elle? Plus de cris en arrière-plan. Puis Olivier revint en ligne. Elle veut savoir pourquoi tu nous fais ça. Parce que vous devez tous les deux apprendre que les actions ont des conséquences. Hélène marqua une pause, se demandant si elle devait révéler ce que l'enquêtrice avait découvert. Et Olivier, il y a autre chose que tu dois savoir sur ta femme. Quoi? Hélène hésita. C'était le moment de vérité, le moment où elle sauverait son fils ou le perdrait pour toujours. Elle a une liaison. Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène pouvait entendre son propre rythme cardiaque dans ses oreilles. Que as-tu dit? La voix d'Olivier était à peine audible. Isabelle a une liaison depuis au moins 6 mois. L'homme est riche et marié. Elle a utilisé ton argent pour financer leur relation. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Mon avocat a engagé une enquêtrice. Nous avons des preuves. Tu as engagé une enquêtrice pour espionner ma femme? J'ai engagé une enquêtrice pour savoir où sont passés 600 000 euros. La liaison est juste ce que nous avons découvert au passage. Plus de silence. Puis, en arrière-plan, Hélène entendit clairement la voix d'Isabelle pour la première fois. Qu'est-ce qu'elle dit? Quel mensonge te raconte-t-elle sur moi? Elle dit que tu as une liaison, dit Olivier, sa voix creuse. L'explosion qui suivit fut audible, même à travers le téléphone, dénégation, accusation, menace. Isabelle traita Hélène de tous les noms et de quelques-uns qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. Olivier, dit Hélène doucement. Demande-lui pour Robert Fournier. Les cris cessèrent brusquement. Qui est Robert Fournier? Demanda Olivier. Demande à ta femme. Hélène entendit une conversation étouffée. Puis Olivier revint en ligne. Elle dit qu'elle ne connaît personne de ce nom. Il a 52 ans, possède une entreprise de construction, conduit une Mercedes noire. Il paie ses bijoux et ses séjours thermaux depuis des mois. Sa femme a découvert la liaison la semaine dernière et l'a forcé à y mettre fin. Le téléphone redevint silencieux. Cette fois, le silence dura près d'une minute entière. Olivier, es-tu là? Comment sais-tu tout ça? Sa voix était à peine audible. Parce que j'ai engagé des professionnels pour découvrir où est passé ton argent. Et ce que nous avons découvert, c'est que ta femme a systématiquement détruit ta vie pour financer une liaison avec un homme marié qui vient de la larguer. Elle dit que ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'elle le dit. À quoi t'attendais-tu? Elle pleure maintenant. Elle te manipule à nouveau. Maman, je ne peux pas. J'ai besoin de réfléchir. Pense à ça, Olivier. Pense à la façon dont elle t'a convaincu de vendre votre maison sans en discuter avec moi d'abord, même si j'avais un intérêt légal dans la propriété. Pense à la façon dont elle a dépensé 600 000 euros en quelques mois pendant que tu étais au travail, lui faisant confiance pour prendre des décisions responsables. Pense à la façon dont elle a giflé ta mère devant tout le quartier et s'attendait ensuite à ce que tu la défendes. Je raccroche maintenant.
Attends. Mais la ligne fut coupée. Hélène resta assise dans sa cuisine, fixant le téléphone, se demandant si elle venait de sauver son fils ou de le perdre pour toujours. Quoi qu'il en soit, elle lui avait dit la vérité. Ce qu'il ferait de cette information dépendait de lui. Le lendemain matin, maître Jacques Bernard appela de nouveau. « Hélène, j'ai une nouvelle. Votre fils a appelé mon bureau ce matin. Il veut me rencontrer. » Rencontrer à propos de quoi? Il n'a pas précisé, mais il semblait différent. Vaincu, peut-être, ou éveillé. C'est difficile à dire. Ils convinrent de se rencontrer au bureau de Jacques cet après-midi-là. Hélène arriva en avance, nerveuse à l'idée de revoir Olivier. Quand il entra, elle le reconnut à peine. Il avait toujours été mince, mais maintenant il avait l'air décharné. Ses vêtements flottaient sur sa silhouette, et il y avait des cernes sous ses yeux qui le faisaient paraître 10 ans de plus. « Bonjour, maman », dit-il doucement, prenant la chaise en face d'elle. « Bonjour, Olivier. » Jacques s'assit derrière son bureau, bloc-notes juridique prêt. « Olivier, vous avez dit que vous vouliez discuter du procès. »« Je veux savoir exactement ce que ma femme a fait, » dit Olivier. « Je veux voir toutes les preuves. » Pendant l'heure qui suivit, Jacques exposa tout ce que son enquêtrice avait découvert. La liaison avec Robert Fournier, documentée par des reçus d'hôtel et des relevés de cartes de crédit, le faux investissement dans la boutique qui n'était qu'un moyen de transférer de l'argent à Alexia Morin, le schéma de tromperie financière avec d'anciens petits amis, la dette de cartes de crédit croissante dont Olivier n'avait pas connaissance. À chaque révélation, Hélène vit son fils se recroqueviller davantage dans son fauteuil. Au moment où Jacques termina, Olivier fixait ses mains, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Où est-elle maintenant » demanda doucement Hélène. « Au motel. Elle ne sait pas que je suis ici. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» Olivier la regarda avec des yeux rougis. « Je ne sais pas, maman. Honnêtement, je ne sais pas. Toute ma vie, tout ce que je pensais savoir sur mon mariage, sur ma femme, tout a été un mensonge. Je suis désolée, mon chéri. Je le suis vraiment. Elle me vole depuis des années. Pas seulement en dépensant de l'argent, mais en me trompant activement, en me mentant, en me trompant. Et quand tu as essayé de m'avertir, je l'ai choisi plutôt que toi. Tu as été manipulé par quelqu'un qui est très doué pour la manipulation. Ce n'est pas ta faute. N'est-ce pas? J'ai 35 ans, maman. J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû me demander pourquoi elle ne voulait jamais travailler, pourquoi elle avait toujours besoin de plus d'argent, pourquoi elle était si pressée de vendre la maison. Jacques a s'éclaircit la gorge. Olivier, la question maintenant est de savoir ce que vous voulez faire concernant le procès. Votre mère a droit à l'argent que vous lui devez, mais nous pourrions potentiellement élaborer un plan de paiement si... Non, interrompit Olivier. Elle mérite d'être remboursée immédiatement. Entièrement. Mon fils, vous venez de dire que vous n'avez pas l'argent. Je le trouverai. Je contracterai un prêt, je ferai des heures supplémentaires, je vendrai tout ce que je dois vendre. Maman, tu as essayé de me protéger toute ma vie, et je t'ai remercié en laissant ma femme te voler et t'agresser. Il s'essuya les yeux avec le dos de sa main. Je ne contesterai pas le procès. Tu merites chaque centime. Hélène sentit ses propres yeux se remplir de larmes. Olivier, dit-elle. Je veux que tu saches que je demande le divorce aujourd'hui. Je ne peux pas rester mariée à quelqu'un qui m'a menti sur tout. Le soulagement qu'Hélène ressentit fut immense. Et Isabelle? Que va-t-elle faire? Le visage d'Olivier se durcit. Ce n'est plus mon problème. C'est une adulte qui a fait ses propres choix. Laisse-la découvrir comment vivre avec les conséquences. En quittant le bureau de Jacques, Olivier et Hélène marchèrent ensemble vers leur voiture. Près de sa voiture, il s'arrêta et se tourna vers elle. « Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que je t'ai blessée d'une manière qui n'est peut-être pas réparable. Mais je veux que tu saches que je vais passer le reste de ma vie à essayer de réparer ça. » Hélène tendit la main et toucha sa joue, comme elle le faisait quand il était petit et avait besoin de réconfort. « Tu es déjà en train de le réparer, mon chéri. » Tu, Eliastasia. En rentrant chez elle, Hélène ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années. L'espoir. Pas seulement l'espoir de récupérer son argent, mais l'espoir d'avoir retrouvé son fils aussi. Mais elle savait aussi qu'Isabelle ne partirait pas tranquillement. Une femme qui avait passé des années à manipuler et à tromper n'accepterait pas simplement la défaite. Elle se battrait. Et quand elle le ferait, ça deviendrait probablement très laid. Hélène avait raison de s'inquiéter. La vraie bataille ne faisait que commencer. Patricia Morin était assise en face d'Hélène dans le bureau de maître Jacques Bernard, son ordinateur portable mince ouvert sur la table en acajou. À 45 ans, Patricia avait les yeux perçants de quelqu'un qui avait passé 2 décennies à découvrir les secrets des gens. Son tailleur gris impeccable et sa coupe de cheveux pratique lui donnaient une apparence discrète, exactement ce qui la rendait efficace en tant que détective privé. « J'ai compilé un rapport de fond complet sur Isabelle Deschamps », dit Patricia, sa voix calme et méthodique.
Ce que nous avons trouvé va au-delà de la liaison et de la tromperie financière. Il y a un schéma clair de comportement prédateur qui remonte à ses années universitaires. Elle tourna son ordinateur portable vers Hélène et Jacques, affichant une série de documents. Isabelle Deschamps n'est même pas son nom d'origine. Elle est née Isabelle Mercier dans une petite ville près de Lille. Elle a changé son nom légalement à 22 ans, juste après que ses premières fiançailles se soient mal terminées. Pourquoi changerait-elle de nom? Demanda Hélène. Pour prendre ses distances avec son passé, expliqua Patricia. Son premier fiancé, Michel Collin, a déposé une plainte contre elle pour fraude à la carte de crédit. Elle avait ouvert plusieurs cartes à son nom sans qu'il le sache et accumulé plus de 30 000 € de dettes. Les charges ont finalement été abandonnées quand elle a accepté de rembourser, mais sa réputation à Lille était ruinée. Hélène sentit un frisson la parcourir. Et Olivier ne savait rien de tout ça. J'en doute. Elle a été très prudente pour effacer son passé. Elle a aussi menti sur son éducation. Elle n'a jamais obtenu son diplôme de l'université qu'elle prétend avoir fréquentée. En fait, elle a été renvoyée pendant sa 3e année pour malhonnêteté académique, tricherie aux examens et plagiat. Donc, ses qualifications en design d'intérieur sont fausses aussi. Patricia Hokalatat. Complètement fabriquées. Elle a travaillé brièvement comme réceptionniste dans une agence de design, c'est ainsi qu'elle a appris assez de terminologie pour paraître convaincante. Maître Jacques Bernard se pencha en avant, ses cheveux argentés captant la lumière. Et ça? Famille? Olivier a mentionné que ses parents avaient déménagé sur la Côte d'Azur après le mariage. L'expression de Patricia devint encore plus sérieuse. Ses parents n'ont déménagé nulle part. Son père est décédé quand elle avait 16 ans et sa mère vit toujours dans la même petite maison en France où Isabelle a grandi. La sœur qu'elle a soi-disant emmenée en séjour thermo et pour qui elle a redécoré une maison, elle ne lui a pas parlé depuis des années. Selon la sœur, Isabelle a emprunté de l'argent il y a des années et ne l'a jamais remboursé. Hélène ressentit une horreur croissante en réalisant l'étendue de la tromperie d'Isabelle. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'une identité entièrement fabriquée. La femme qu'Olivier avait épousée était, à bien des égards, une fiction complète. E.T. Robert Fournier, d'Amanda Helene. Parlez-moi de la liaison. Patricia afficha une série de photographies montrant Isabelle entrant dans un hôtel de luxe du centre de Paris. Sur plusieurs images, elle était accompagnée d'un homme distingué d'une 50aine d'années. Robert Fournier possède l'une des plus grandes entreprises de construction de la région parisienne. Il a rencontré Isabelle lors d'un événement caritatif l'année dernière, un événement auquel elle a assisté en utilisant l'argent du compte d'Olivier. Ils se sont rencontrés à l'hôtel Georges V 2 fois par semaine au cours des 6 derniers mois. Les preuves étaient irréfutables. Les relevés de cartes de crédit montraient des dîners coûteux, des achats de bijoux et des frais d'hôtel. Il y avait des messages textes récupérés d'une sauvegarde cloud du téléphone d'Isabelle, remplis de détails intimes et de plans pour leur rencontre. Sa femme a découvert la liaison grâce à leur relevé de cartes de crédit commun, continua Patricia. Elle l'a confronté il y a 2 semaines et lui a donné un ultimatum. Mettre fin à la liaison ou faire face au divorce. Il a choisi son mariage. Et c'est là qu'Isabelle a soudainement eu besoin de vendre la maison, dit Hélène, les pièces du puzzle s'assemblant. Exactement. Avec Fournier la coupant et ses cartes de crédit au maximum, elle avait besoin d'une nouvelle source de fonds. La maison était son dernier atout restant, ou plutôt le dernier atout d'Olivier. Hélène se rassit, essayant de tout digérer. Olivier connaît-il toute l'étendue de cela? Il a vu les preuves de la liaison, dit Jacques. Mais pas tous ces détails sur son passé. Il doit tout savoir, insista Hélène. Il demande le divorce. Cette information pourrait être cruciale. Alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, la réceptionniste de Jacques frappa à la porte. « Excusez-moi, maître Bernard, il y a une madame Isabelle Deschamps à la réception qui exige de vous voir. Elle est assez contrariée. » Jacques échangea des regards avec Hélène et Patricia. « Dites-lui que je sors dans un instant. » Après le départ de la réceptionniste, Jacques se tourna vers Hélène. « Vous devriez rester ici. Patricia, pouvez-vous faire sortir Hélène par l'entrée arrière? Je m'occuperai d'Isabelle. » Hélène prit son sac, les mains tremblant légèrement. « Que pensez-vous qu'elle veuille? » Nous intimider, très probablement, dit Jacques. Mais ne vous inquiétez pas, elle n'a aucun pouvoir ici. Alors que Patricia conduisait Hélène vers la porte arrière, elle pouvait entendre la voix d'Isabelle s'élever dans la zone de réception. « Je sais qu'elle est là-dedans. J'ai le droit de savoir quel mensonge vous propagez sur moi. » Hélène se glissa par la sortie arrière avec Patricia, reconnaissante d'éviter une confrontation. Mais elle savait que ce n'était que le début de la contre-attaque d'Isabelle. Le lendemain, Isabelle passa à l'action. Hélène était au travail, rapprochant des comptes chez Comptabilité Dubois, lorsque la réceptionniste l'appela à son bureau. « Hélène, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre belle-fille. » L'estomac d'Hélène se noua.
Dites-lui que je suis occupée et que je ne peux pas recevoir de visiteurs pendant les heures de travail. Quelques minutes plus tard, la réceptionniste rappela, la voix tendue. Elle ne part pas. Elle dit qu'elle attendra toute la journée s'il le faut. Elle met les autres clients mal à l'aise. Hélène soupira et se dirigea vers le bureau d'accueil. Isabelle était assise dans la salle d'attente, vêtue de ce qui semblait être une nouvelle tenue de créateur, ayant l'air prête pour une réunion d'affaires plutôt que pour la confrontation qu'elle avait prévue. « Isabelle, tu dois partir. C'est mon lieu de travail. »« Je veux juste parler, » dit Isabelle assez fort pour que tout le monde dans le bureau l'entende. « 5 minutes, c'est tout ce que je demande. » Hélène pouvait voir ses collègues regarder depuis leur bureau, curieux du drame qui se déroulait dans leur bureau habituellement calme. « Nous n'avons rien à nous dire. » S'il te plaît, Helene. La voix d'Isabelle s'adoucit, ses yeux s'écarquillant avec une sincérité étudiée. « Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je vous ai blessés, toi et Olivier, mais j'essaie de réparer les choses. » La sincérité dans sa voix était si convaincante que pendant un instant, Hélène la crut presque. Puis elle se souvint que c'était la même femme qui avait regardé son fils dans les yeux et menti sur ses liaisons, ses dépenses et une douzaine d'autres choses. « Que veux-tu, Isabelle ? » ?»« Je veux régler le procès. Je veux arranger les choses entre nous. »« Très bien. Paie-moi les 67 000 € que tu me dois, et je retirerai la plainte. »« Tu sais que je n'ai pas ce genre d'argent. »« Alors nous n'avons rien à nous dire. » Isabelle se leva, se rapprochant d'Hélène. « Helene s'il te plaît. »« J'ai fait des erreurs, mais je ne mérite pas que ma vie soit détruite pour ça. »« Tu as détruit ta propre vie quand tu as décidé de voler ta famille et de tromper ton mari. » Le masque glissa une seconde, et Hélène vit la vraie Isabelle en dessous, froide, calculatrice, dangereuse. « Très bien, » dit Isabelle doucement. « Si c'est comme ça que tu veux jouer, alors c'est comme ça que nous jouerons. Mais ne crois pas que c'est fini. Je sais des choses sur ton précieux fils qui te surprendraient. » « Quel genre de choses ?» Isabelle sourit. Une expression cruelle qui donna la chair de poule à Hélène. « Disons simplement qu'Olivier n'a pas été complètement honnête avec toi surtout. » Avant qu'Hélène ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, Isabelle se retourna et sortit du bureau, laissant Hélène debout, avec un sentiment de crainte grandissant. Ce soir-là, Hélène appela Olivier et lui raconta la visite d'Isabelle. Elle a dit qu'elle savait des choses sur toi qui me surprendraient. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Olivier resta silencieux un long moment. Maman, il y a des choses que je ne t'ai jamais dites. Des choses dont je ne suis pas fière. Le cœur dit Helene et Sarah. Quel genre de choses? Quand Isabelle et moi nous sommes mariés, j'ai fait certaines choses financières qui n'étaient pas complètement légales. Que veux-tu dire? J'ai falsifié certains documents pour obtenir un meilleur taux de prêt sur notre première voiture. Je n'ai pas non plus déclaré certains revenus en espèces sur nos impôts une année. Et quand nous avons acheté la maison, j'ai peut-être gonflé mes revenus sur la demande de prêt immobilier. Helene se sentit mal. Olivier, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça? Parce que j'avais honte. Et parce qu'Isabelle disait que c'était normal, que tout le monde faisait des choses comme ça. Il marqua une pause. Et elle a des preuves de ça. Elle a gardé des copies de tout. Elle disait que c'était pour nos dossiers. Mais maintenant, je pense qu'elle les gardait comme une assurance au cas où j'essaierais de la quitter. Hélène ferma les yeux, comprenant toute la portée de ce à quoi ils avaient affaire. Isabelle n'était pas seulement une dépensière manipulatrice. C'était une criminelle qui avait systématiquement compromis son fils pendant des années, créant des preuves qu'elle pourrait utiliser pour le détruire s'il essayait de s'échapper. Olivier, tu dois en parler immédiatement à maître Jacques Bernard. Maman, si ça sort, je pourrais aller en prison. Je pourrais perdre mon emploi, ma licence professionnelle, tout. Et si tu ne lui dis pas et qu'Isabelle l'utilise contre nous au tribunal, tu perdras tout de toute façon. Au moins de cette façon, nous pouvons essayer de contrôler comment ça sort. Le lendemain matin, Hélène était assise dans le bureau de maître Jacques Bernard avec son fils alors qu'il avouait ses délits financiers. Jacques écouta sans jugement, prenant des notes et posant des questions pour clarifier. Quand Olivier eut fini, Jacques se pencha en arrière dans son fauteuil et les étudia tous les deux. « C'est sérieux, dit-il finalement, mais ce n'est pas insurmontable. Le délai de prescription est passé pour certaines de ces questions, et les autres peuvent potentiellement être résolues par une divulgation volontaire et le paiement de pénalités. »« Et le procès ?» demanda Hélène. « Le procès vient de se compliquer. Mais Hélène, je veux que vous compreniez quelque chose. Votre belle-fille n'essaie pas seulement d'éviter de vous rembourser. Elle essaie de détruire la vie de votre fils pour le punir de l'avoir quitté. Il ne s'agit plus d'argent. Il s'agit de contrôle. » En quittant le bureau de Jacques, Hélène réalisa que la vraie bataille ne faisait que commencer. Isabelle avait montré son vrai visage, et elle était prête à détruire tout le monde autour d'elle plutôt que d'accepter la responsabilité de ses actes. Mais Hélène n'était plus la même femme qui leur avait ouvert sa porte il y a 3 semaines. Elle était plus forte maintenant, plus en colère,
et absolument déterminée à protéger son fils du monstre qu'il avait épousé. La guerre était loin d'être terminée. Mais pour la première fois, Hélène sentit qu'il pourrait réellement gagner. 2 semaines après la confession d'Olivier, Isabelle fit son geste le plus désespéré. Hélène fut réveillée à 3 heures du matin par l'alerte de son système de sécurité. Quelqu'un était à sa porte d'entrée. Les caméras montraient Isabelle, clairement ivre, frappant à la porte et criant. Hélène attrapa son téléphone, prête à appeler la police, quand elle remarqua le SUV d'Olivier garé sur le trottoir. Il était affalé sur le volant. Hélène entr'ouvrit sa fenêtre. « Isabelle, éloigne-toi de ma porte tout de suite ou j'appelle la police. »« Sors et affronte-moi, lâche », bredouilla Isabelle. « Tu as retourné mon mari contre moi avec tes mensonges. » Hélène composa le 17, donnant à l'opérateur son adresse et expliquant la situation. Puis elle descendit et parla à travers l'interphone de la porte. « La police est en route, Isabelle. »« Rentrez chez toi. »« Je n'ai plus de maison, » hurla Isabelle en donnant un coup de pied dans la porte. « Olivier demande le divorce, et c'est entièrement de ta faute. » Hélène jeta un autre coup d'œil au moniteur de sécurité. Olivier n'avait pas bougé de la voiture. Quelque chose n'allait pas. « Où est censé être Olivier en ce moment ?» demanda Hélène, une nouvelle peur l'étreignant. « Évanoui dans la voiture ?» Isabelle rit amèrement. Il n'a pas supporté la vérité sur sa chère maman. Le sang dit Hélène à Siglaka. Elle ouvrit la porte d'entrée juste assez pour voir au-delà d'Isabelle jusqu'à la voiture. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?»« Rien qu'il ne se soit fait à lui-même. Quelques verres de trop, c'est tout. » Mais quelque chose dans le ton d'Isabelle rendit Hélène profondément mal à l'aise. Sans hésiter, elle bouscula sa belle-fille et courut vers le SUV. Quand elle ouvrit la portière du conducteur, Olivier s'affaissa sur le côté, à peine conscient. « Olivier, Olivier, tu m'entends ?» Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant, flous et vitreux. « Maman, je ne me sens pas bien. » Hélène se tourna vers Isabelle, qui regardait depuis le porche avec un étrange sourire. « Qu'est-ce que tu lui as donné ?»« Juste quelques somnifères pour l'aider à se détendre. Il était si contrarié après que je lui ai montré les photos. »« Quelles photos ?» Le sourire d'Isabelle s'élargit. « Celle de ta rencontre avec Robert Fournier la semaine dernière. N'est-ce pas drôle comme les choses paraissent quand on les sort de leur contexte ?» L'esprit dit Hélène à Simbala. Elle avait en effet rencontré Robert Fournier au bureau de maître Jacques Bernard pour discuter de son témoignage pour le prochain procès, mais Isabelle avait clairement manipulé les images pour suggérer quelque chose d'inapproprié. « Tu as drogué mon fils à cause de tes mensonges. » La voix d'Hélène tremblait de rage. Je lui ai ouvert les yeux sur la vérité concernant sa précieuse mère. Le hurlement des sirènes déchira l'air nocturne. Le sourire d'Isabelle vacilla. « Tu devrais y aller maintenant, » dit froidement Hélène. « À moins que tu ne veuilles expliquer à la police pourquoi tu as drogué ton mari et l'as amené ici dans cet état. » Isabelle hésita, puis recula. « Ce n'est pas fini, Hélène. Loin de là. » Elle disparut dans l'obscurité juste au moment où la voiture de police tournait dans la rue. Hélène reporta son attention sur Olivier, qui était à peine conscient. « Reste avec moi, mon chéri. Les secours arrivent. » Les ambulanciers arrivèrent quelques minutes après la police. Ils évaluèrent rapidement Olivier, trouvant ses signes vitaux stables mais préoccupants. « Madame, savez-vous ce qu'il a pris ?» demanda un ambulancier. « Sa femme a dit des somnifères, mais je ne sais pas de quel type ni combien. » Ils chargèrent Olivier dans l'ambulance, Hélène montant à côté de lui alors qu'il filait vers l'hôpital. Elle lui tenait la main, priant pour qu'Isabelle n'ait pas fait quelque chose de vraiment impardonnable. Aux urgences, les médecins firent un lavage d'estomac à Olivier et lui administrèrent du charbon actif. Quelques heures plus tard, il était réveillé et stable, bien que somnolent et confus. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, sa voix rauque. Hélène s'assit à côté de son lit d'hôpital, lui tenant toujours la main. « Isabelle t'a drogue, mon chéri. » Elle t'a donné des somnifères avec de l'alcool. Olivier ferma les yeux, la douleur gravée sur son visage. Elle m'a montré des photos de toi et Robert. Elle a dit que tu couchais avec lui aussi. Ce n'est pas vrai, Olivier. J'ai rencontré Robert au bureau de Jacques pour discuter de son témoignage pour le procès. Isabelle a manipulé les photos pour faire croire à quelque chose que ce n'était pas. Il hocha lentement la tête. Je savais que ça ne pouvait pas être vrai, mais elle était si convaincante, et j'étais si en colère et confus. J'ai commencé à boire et puis elle m'a offert quelque chose pour m'aider à dormir. Elle aurait pu te tuer, dit Hélène, sa voix se brisant. Si elle t'en avait donné juste un peu plus, ou si je ne t'avais pas trouvé quand je l'ai fait. Olivier serra faiblement sa main. C'est fini, maman. J'en ai fini avec elle pour de bon. Plus tard dans la matinée, maître Jacques Bernard arriva à l'hôpital, le visage sombre. La police veut savoir si vous allez porter plainte contre Isabelle pour avoir drogué Olivier, dit-il. Olivier hocha la tête sans hésiter. Oui. Il est temps qu'elle fasse face aux conséquences de ses actes.
Il y a autre chose, continua Jacques. Isabelle a contacté tes collègues au travail, Olivier. Elle leur parle des irrégularités financières, essayant de te faire renvoyer avant que tu ne puisses contrôler la situation. Olivier ferma les yeux, le désespoir l'envahissant. Alors, c'est fini. Ma carrière, ma réputation, tout. Pas nécessairement, dit Jacques. J'ai parlé à un ami au parquet. Si vous divulguez volontairement les problèmes financiers et que vous faites restitution, il pourrait être disposé à offrir un accord, surtout compte tenu des circonstances avec Isabelle. Quel genre d'accord? Sursis, amende, peut-être des travaux d'intérêt général, mais pas de prison, et potentiellement un moyen de conserver votre licence professionnelle. Olivier regarda sa mère, l'incertitude dans les yeux. Fais-le, dit fermement Hélène. Avoue tout. C'est le seul moyen de reprendre le contrôle de ta vie. Au cours de la semaine suivante, alors qu'Olivier se remettait de son épreuve, ils mirent leur plan à exécution. Olivier travailla avec Jacques pour préparer une divulgation volontaire de toutes les irrégularités financières. Il rencontra son employeur, expliquant la situation et offrant sa démission, qui, à sa surprise, ne fut pas acceptée. Son patron avait vu de ses propres yeux le comportement erratique d'Isabelle lorsqu'elle s'était présentée au bureau en faisant des accusations folles. « Mettez de l'ordre dans votre vie », lui avait dit son patron. « Nous réévaluerons la situation quand tout cela sera terminé. » Pendant ce temps, Hélène menait sa propre bataille. Isabelle avait lancé une campagne systématique pour détruire sa réputation dans la communauté. Elle contacta les voisins d'Hélène, propageant des mensonges sur la maltraitance des personnes âgées et l'exploitation financière. Elle se présenta au centre socioculturel où Hélène faisait du bénévolat, provoquant une telle scène qu'on demanda à Hélène de prendre un congé. Le coup le plus douloureux vint quand Isabelle approcha Élise Lambert avec des histoires fabriquées sur le passé d'Hélène. « Elle m'a dit que tu volais Olivier depuis des années », confia Élise quand elle vint prendre des nouvelles d'Hélène. « Elle a dit que tu avais un problème de jeu que Thomas avait caché. Je savais que ça ne pouvait pas être vrai. Mais elle était si convaincante, avec de faux relevés bancaires et tout. » Hélène était dévastée, mais pas surprise. Isabelle se battait avec le désespoir de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Le point de rupture est survenu quand Isabelle a violé l'ordonnance restrictive que Jacques les avait aidés à obtenir après l'incident de la drogue. Elle s'est à nouveau présentée chez Hélène, cette fois en plein jour, criant des accusations pour que tous les voisins entendent. Lorsque la police est arrivée, Isabelle a refusé de partir, ce qui a entraîné sa deuxième arrestation pour violation de propriété et violation d'une ordonnance du tribunal. Cette fois, le juge n'a pas été sympathique. Isabelle a été maintenue en détention sans caution en attendant une évaluation psychiatrique. L'évaluation a révélé ce qu'Hélène soupçonnait depuis le début. Isabelle présentait des signes clairs de troubles de la personnalité antisociale avec des comportements manipulateurs et exploiteurs remontant à son adolescence. À l'approche de leur date de procès, Hélène et Olivier se sont préparés à ce qui serait sans aucun doute la dernière tentative désespérée d'Isabelle pour éviter ses responsabilités. Jacques les avait prévenus qu'elle essaierait probablement de se faire passer pour la victime, prétextant des abus émotionnels et de la manipulation. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est qu'Isabelle les approche avec une offre la veille du procès. Elle veut un arrangement, a dit Jacques lors d'une réunion d'urgence dans son bureau. Elle propose de renoncer à ses droits sur tout bien matrimonial et d'accepter un divorce sans contestation en échange de l'abandon de toutes les charges criminelles. Olivier regarda Hélène, un conflit évident dans ses yeux. Une partie de moi veut accepter l'accord juste pour en finir avec elle. Que te dit ton cœur? Demanda doucement Hélène. Olivier resta silencieux, un long moment. Que si nous la laissons s'en tirer sans conséquence, elle fera la même chose à quelqu'un d'autre. Elle doit faire face à ce qu'elle a fait, non seulement à moi, mais à toi et probablement à d'autres avant nous. Hélène hocha la tête, la fierté gonflant sa poitrine. C'était le fils qu'elle avait élevé, un homme de principe qui comprenait que la vraie justice n'était pas une question de vengeance, mais de prévention de futurs préjudices. Alors nous irons au tribunal, dit simplement Hélène. Ensemble. Ce soir-là, alors qu'Hélène se préparait pour le procès, elle reçut une visite inattendue. Une jeune femme se tenait sur le pas de sa porte, se balançant nerveusement d'un pied sur l'autre. Madame Dubois, je m'appelle Jessica Deschamps. Je suis la sœur d'Isabelle. Le système de sécurité d'Hélène avait capturé l'image de la femme, et Hélène l'étudia à travers le moniteur avant d'ouvrir la porte. Il y avait une ressemblance avec Isabelle, mais les yeux de cette femme ne contenaient aucune de la froideur ou du calcul qui caractérisait sa sœur. « Que puis-je faire pour vous, Jessica ?» demanda prudemment Hélène. « Je dois vous parler d'Isabelle. Il y a des choses que vous devriez savoir avant le procès de demain. » Elle tendit une petite clé USB. « Des choses qui pourraient aider votre cause. » Hélène la fit entrer, lui offrant une tisane pendant que Jessica expliquait sa présence. « Isabelle et moi ne nous sommes pas parlé depuis des années, » dit Jessica, ses mains enroulées autour de la tasse chaude.
Elle m'a emprunté de l'argent quand je suivais une chimiothérapie et ne l'a jamais remboursé. Quand je le lui ai demandé, elle a dit à tout le monde dans notre famille que j'étais une toxicomane essayant de l'escroquer. L'histoire de Jessica était déchirante, un schéma d'exploitation et de trahison qui remontait à leur enfance. Isabelle avait manipulé leur mère pour lui prendre ses économies, escroqué d'anciens amis et laissé une traînée de dévastation financière et émotionnelle partout où elle allait. J'ai vu les nouvelles de son arrestation, continua Jessica. Et j'ai su que je devais me manifester. Elle a blessé trop de gens. Elle poussa la clé USB sur la table. Ce sont des emails et des dossiers financiers montrant ce qu'elle a fait à notre mère et à moi. Il y a aussi des messages d'elle à Robert Fournier, planifiant comment obtenir plus d'argent d'Olivier. Hélène fixa le petit appareil qui contenait encore plus de preuves de la tromperie d'Isabelle. Pourquoi faites-vous ça? C'est votre sœur. Les yeux de Jessica se remplirent de larmes. Parce que quelqu'un doit l'arrêter. Et parce que ce qu'elle a fait à vous et à votre fils, c'est impardonnable. Après le départ de Jessica, Hélène appela Jacques pour lui parler des nouvelles preuves. Demain serait la confrontation finale, le jour où Isabelle ferait enfin face aux conséquences de ses actes. Et Hélène serait là, aux côtés de son fils, prête à récupérer les vies qu'Isabelle avait failli détruire. La salle d'audience était plus petite que ce qu'Hélène avait imaginé, avec des bancs en bois usés et un éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde un air pâle et fatigué. Elle s'assit derrière la table de maître Jacques Bernard, les mains jointes sur ses genoux, regardant Isabelle entrer avec son avocate, Sarah Renaud, une femme élégante dans la quarantaine qui avait l'air de facturer à la minute. Isabelle avait clairement dépensé de l'argent qu'elle n'avait pas pour son apparence au tribunal. Ses cheveux étaient fraîchement coiffés, son maquillage parfait, et elle portait une robe bleue conservatrice qui coûtait probablement plus que ce qu'Hélène gagnait en une semaine. Elle jouait le rôle de la belle-fille lésée, victime du harcèlement d'une belle-mère vindicative. Olivier était assis à côté d'Hélène, l'air nerveux mais déterminé. Au cours de la semaine précédente, il avait travaillé avec Jacques pour divulguer volontairement ses irrégularités financières aux autorités compétentes. Cela signifierait payer des pénalités et faire face potentiellement à une censure professionnelle, mais cela signifiait aussi qu'Isabelle ne pourrait pas utiliser ces informations pour le détruire. La cour, annonça l'huissier alors que la juge Gloria Alliot entrait. C'était une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés et avec le genre d'expression sévère qui suggérait qu'elle avait entendu toutes les histoires tristes possibles. Hélène prit une profonde inspiration, se rappelant que cette femme avait tout vu. Des manipulateurs, des menteurs, des fraudeurs. Sûrement, elle verrait clair dans le jeu d'Isabelle. L'avocate d'Isabelle, maître Renaud, commença. Elle brossa le portrait d'une jeune femme piégée dans une situation impossible. Victime d'une belle-mère qui ne l'avait jamais acceptée et qui utilisait maintenant le système judiciaire pour s'ingérer dans leur mariage. Madame la juge, dit maître Renaud d'une voix dégoulinant de sympathie, ma cliente a pris de mauvaises décisions financières, comme le font beaucoup de jeunes. Mais la réponse de madame Dubois a été disproportionnée et vindicative. Elle a engagé des détectives privés pour espionner ma cliente, encourager son fils à demander le divorce, et essaie maintenant d'extorquer de l'argent à une femme qui n'a aucun moyen de payer. Elle fit passer Isabelle pour une victime innocente qui avait peut-être dépensé un peu trop d'argent en vêtements, plutôt qu'une femme qui avait systématiquement volé plus de 600 000 € tout en ayant une liaison. Quand ce fut le tour de Jacques, il exposa méthodiquement les faits. Le prêt de 40 000 € documenté par une reconnaissance de dette juridiquement contraignante. Les 3 années de paiement manqués malgré des tentatives répétées de recouvrement. La vente de la maison sans satisfaire l'hypothèque. L'agression qui avait été vue par plusieurs voisins. Madame la juge, dit Jacques, il ne s'agit pas d'une belle-mère vindicative harcelant sa belle-fille. Il s'agit d'une femme qui a été systématiquement escroquée par quelqu'un qui la considérait comme une proie facile. Puis il fit quelque chose auquel Hélène ne s'attendait pas. Il appela Robert Fournier comme témoin. Hélène se retourna pour voir un homme d'âge moyen dans un costume coûteux entrer dans la salle d'audience, le visage sombre. Il avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. Sous serment. Robert confirma law liaison. Il témoigna qu'Isabelle lui avait dit qu'elle divorçait, qu'elle avait de l'argent de sa famille et qu'elle avait besoin d'aide pour maintenir son style de vie pendant la séparation. Il avait payé pour des bijoux, des vacances et des dîners coûteux, croyant qu'elle était une femme riche traversant un divorce difficile. Elle m'a dit que son mari était violent et que sa mère essayait de voler son héritage, témoigna Robert, sans regarder Isabelle. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour les combattre au tribunal. Le visage d'Isabelle était devenu complètement blanc. Son avocate griffonnait frénétiquement des notes, ne s'attendant clairement pas à ce témoignage. Saviez-vous que madame Isabelle Deschamps utilisait l'argent de la vente de sa maison conjugale pour financer votre relation? Demanda Jacques. Non, je ne le savais pas. Si je l'avais su, je n'aurais jamais participé. Et quand cette relation a-t-elle pris fin? Le mois dernier. Ma femme a découvert la liaison et a menacé de me quitter si je n'y mettais pas fin immédiatement. Quand Jacques en eut fini avec Robert, maître Renaud tenta de minimiser les dégâts.
Elle argua que la liaison n'était pas pertinente pour le litige financier, que quelles que soient les erreurs qu'Isabelle avait commises dans sa vie personnelle, cela n'annulait pas le fait que le procès était excessif. Mais la juge Alliot semblait peu impressionnée. Quand maître Renaud s'assit, la juge se pencha en avant et étudia les documents devant elle. « Madame Deschamps, dit-elle en s'adressant directement à Isabelle. Contestez-vous avoir signé la reconnaissance de dette acceptant de rembourser à Madame Dubois 40 000 euros? Non, Madame la juge, mais contestez-vous avoir omis de faire des paiements sur cette note pendant 3 ans? Les circonstances étaient. Contestez-vous que vous et votre mari avez vendu la maison qui garantissait ce prêt sans rembourser la dette? L'avocate d'Isabelle se leva. Madame la juge, ma cliente n'était pas personnellement responsable de. Asseyez-vous, maître. Je pose des questions directes à votre cliente. Isabelle avait l'air sur le point de pleurer. Madame la juge, je ne comprenais pas les implications légales. Madame Deschamps, vous avez 32 ans. Prétendez-vous que vous ne compreniez pas qu'emprunter de l'argent signifiait que vous deviez le rembourser? Ce n'était pas censé être un vrai prêt. C'était de l'argent de la famille. L'expression de la juge Alliot devint encore plus sévère. Madame Deschamps, voyez-vous votre signature sur cette reconnaissance de dette? Oui, mais. Quelqu'un vous a-t-il forcé à la signer? Non, mais. Alors c'est un vrai prêt, quelle que soit votre relation familiale. La juge tourna ensuite son attention sur l'accusation d'agression. Elle fit témoigner Élise Lambert sur ce qu'elle avait vu, ainsi que les policiers qui avaient répondu à l'appel. Quand maître Renaud tenta de soutenir que ce n'était qu'un différend familial qui avait mal tourné, la juge Alliot la coupa. Maître. Une agression est une agression. La relation entre les parties est sans importance. Ensuite, Jacques présenta la clé USB que Jessica Deschamps avait fournie, contenant des emails et des dossiers financiers qui documentaient davantage le schéma de tromperie et de manipulation d'Isabelle. Madame la juge, avec la permission de la cour, j'aimerais appeler un témoin surprise, dit Jacques. Jessica Deschamps, la sœur de l'accusé. La tête d'Isabelle se redressa brusquement, ses yeux écarquillés de choc et de peur. Non, murmura-t-elle assez fort pour qu'Hélène l'entende. Elle n'oserait pas. Mais Jessica OSA. Elle entra dans la salle d'audience la tête haute, bien qu'Hélène pût voir ses mains trembler. À la barre, Jessica témoigna de l'historique d'exploitation financière d'Isabelle, y compris le vol de leur mère pendant sa lutte contre le cancer et l'escroquerie de Jessica elle-même alors qu'elle subissait une chimiothérapie. « Ma sœur a toujours utilisé les gens, » dit Jessica, sa voix stable malgré les larmes dans ses yeux. « Elle trouve leur vulnérabilité et les exploite. Elle le fait depuis que nous sommes enfants. » L'avocate d'Isabelle s'opposa à plusieurs reprises, affirmant que le témoignage était préjudiciable et non pertinent, mais la juge Alliot la débouta à chaque fois. Le schéma de comportement de l'accusé est très pertinent pour cette affaire, déclara fermement la juge. Finalement, Jacques présenta des preuves des habitudes de dépenses d'Isabelle, les achats de bijoux, les soins de spa, le faux investissement dans la boutique. Il montra comment plus de 600 000 euros avaient été dépensés en moins de 6 mois sans aucun actif à montrer en retour. Madame la juge, dit Jacques, il ne s'agit pas d'une mauvaise gestion financière. Il s'agit d'une fraude systématique. Madame Isabelle Deschamps a utilisé l'argent de son mari pour financer une liaison extra-conjugale tout en évitant délibérément ses obligations légales envers ma cliente. Lorsque les deux parties eurent présenté leurs arguments, la juge Alliot décréta une brève suspension de séance. Hélène alla aux toilettes et s'aspergea le visage d'eau froide, essayant de digérer tout ce qu'elle avait entendu. L'ampleur de la tromperie d'Isabelle était encore pire qu'elle ne l'avait imaginé. À la reprise de l'audience, la juge Alliot avait clairement pris sa décision. Madame Isabelle Deschamps, commença-t-elle, je n'ai jamais vu un cas aussi flagrant de fraude financière et de manipulation. Vous avez emprunté 40 000 euros à la mère de votre mari, accepté des conditions de remboursement spécifiques, puis passé 3 ans à éviter vos obligations tout en dépensant plus de 600 000 euros en luxe personnel et dans une liaison extra-conjugale. Isabelle se mit à pleurer, mais la juge Alliot n'avait pas terminé. Confrontée à votre comportement, vous avez physiquement agressé la femme que vous aviez volée et tenté de manipuler le système judiciaire pour éviter les conséquences de vos actions. Elle se tourna vers ses papiers. Je statue en faveur de la plaignante. Madame Isabelle Deschamps, vous êtes condamnée à payer à Madame Hélène Dubois la somme totale de 67 000 euros dans les 30 jours. Si vous ne vous conformez pas, j'autoriserai la saisie sur salaire et la saisie des biens. Les sanglots d'Isabelle s'intensifièrent. De plus, continua la juge Alliot, je transmets ce dossier au bureau du procureur pour d'éventuelles poursuites pénales pour fraude. La tromperie systématique et le vol démontré dans cette affaire vont bien au-delà d'une affaire civile. Maître Renaud se leva rapidement. Madame la juge, ma cliente n'a aucun actif pour payer ce jugement. Alors votre cliente aurait dû penser avant de dépenser plus de 600 000 euros en bijoux et en soins de spa. Ce tribunal ne récompensera pas la fraude financière par de la sympathie. En quittant le palais de justice,
Isabelle pleurait encore dans le couloir, son avocate essayant de la calmer. Elle regarda Hélène avec une haine pure. « Ce n'est pas fini », siffla-t-elle alors qu'Hélène passait. « Tu crois que tu as gagné, mais ce n'est pas fini. » Hélène s'arrêta et regarda Isabelle. La regarda vraiment pour ce qu'elle savait être la dernière fois. « Si, Isabelle, dit-elle doucement. C'est fini. C'est fini depuis le moment où tu as levé la main sur moi. » 3 semaines après le procès, Hélène était assise à sa table de cuisine avec Olivier, partageant un simple dîner de rôti, son plat préféré depuis l'enfance. L'atmosphère entre eux était différente maintenant, plus détendue, mais aussi plus honnête. Fini l'évitement prudent des sujets difficiles qui avaient caractérisé leur relation pendant le mariage d'Olivier. À la place, il y avait une nouvelle compréhension, forgée à travers la douleur et la survie partagée. « J'ai trouvé un appartement », dit Olivier en coupant son rôti. « C'est petit, juste une chambre, mais c'est dans un quartier correct et je peux me le permettre avec mon salaire. » Helene hoka la tête, observant sun fills. Les ombres sous ses yeux avaient commencé à s'estomper et une partie du poids qu'il avait perdu revenait. Il ressemblait de plus en plus à lui-même chaque jour. « C'est merveilleux, mon chéri. Quand emménages-tu ? » « Ce week-end. Mon patron m'a donné quelques jours de congé pour m'installer. » Il marqua une pause, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ne m'ait pas renvoyé après tout ce qui s'est passé. » « Ils ont vu clair dans les accusations d'Isabelle, dit Hélène. Et tu as fait ce qu'il fallait en te manifestant toi-même au sujet des problèmes financiers. Les gens respectent l'honnêteté et la prise de responsabilité. Olivier avait eu de la chance. Sa divulgation volontaire des irrégularités financières avait abouti à des amendes et à 2 ans de sursis, mais pas à des poursuites pénales. Sa licence professionnelle avait été mise sous examen, mais il était autorisé à continuer à travailler sous supervision. C'était une seconde chance à laquelle il ne s'attendait pas. « As-tu eu des nouvelles d'Isabelle » demanda prudemment Hélène. Olivier secoua la tête. « Pas directement. Jessica a appelé hier pour me dire qu'Isabelle a été inculpée de multiples chefs d'accusation de fraude. Apparemment, le procureur a trouvé des preuves que l'investissement dans la boutique n'était pas la première fois qu'elle montait cette arnaque. » E.T. Alexia Morin? Son amie qui a pris les 300 000 euros? Arrêtée la semaine dernière à Nice. Elle essayait de fuir en Italie. Olivier Sapira. Tout cet argent est parti, maman. Nous ne le reverrons jamais. Hélène tendit la main sur la table et serra la sienne. Ce n'est que de l'argent, Olivier. Nous avons récupéré quelque chose de plus précieux, toi. Après le dîner, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble, le téléphone d'Olivier vibra avec un SMS. Il y jeta un œil, puis fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hélène. « Numéro inconnu. » Il lui montra l'écran. « Je sais où vous habitez tous les deux. Ce n'est pas fini. » Hélène sentit un frisson la parcourir. « Tu penses que c'est Isabelle ? Qui d'autre cela pourrait-il être ?» Olivier bloqua le numéro et supprima le message. « Elle essaie juste de nous faire peur. » Mais les SMS continuèrent au cours des jours suivants, venant de numéros différents, chacun plus menaçant que le précédent. « Vous regretterez ce que vous m'avez fait. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de personne vous êtes vraiment. Vous pensez être en sécurité. Réfléchissez à 2 fois. » Maître Jacques Bernard leur conseilla de conserver des enregistrements de tous les messages, mais de ne pas répondre. « Elle essaie de provoquer une réaction, expliqua-t-il. La meilleure chose à faire est de l'ignorer. Plus facile à dire qu'à faire. » Hélène installa des caméras de sécurité supplémentaires autour de sa maison et s'assura que toutes ses portes et fenêtres étaient bien verrouillées. Olivier fit de même dans son nouvel appartement. Mais la campagne de harcèlement d'Isabelle alla au-delà des SMS menaçants. Elle commença à répandre des rumeurs dans la communauté, disant aux voisins d'Hélène qu'elle était mentalement instable, suggérant aux collègues d'Olivier qu'il avait un problème d'alcool, approchant même Élise Lambert avec des histoires fabriquées sur le passé d'Hélène. « Elle m'a dit que tu avais abusé émotionnellement d'Olivier pendant des années », confia Élise quand elle passa prendre un café. Elle a dit que tu avais chassé toutes les femmes qu'il avait fréquentées parce que tu ne supportais pas de le partager. Je lui ai dit que je te connaissais depuis 15 ans et que je n'avais jamais vu aucun signe de cela, mais elle était très convaincante. Le pire arriva quand Isabelle réussit d'une manière ou d'une autre à accéder au compte email d'Hélène et envoya un message à tout son carnet d'adresses, affirmant qu'Hélène avait détourné des fonds du centre socioculturel où elle faisait du bénévolat. Bien que l'accusation ait été rapidement prouvée fausse, les dommages à la réputation d'Hélène prirent du temps à être réparés. « Pourquoi fait-elle ça ?» demanda Hélène à Jacques lors d'un appel téléphonique. « Elle a perdu le procès. Pourquoi ne peut-elle pas simplement passer à autre chose ? » « Parce que les gens comme Isabelle ne savent pas perdre, » expliqua Jacques. « Ils ne peuvent pas accepter la responsabilité ou les conséquences. Dans son esprit, elle est la victime et vous êtes les méchants. Elle continuera d'essayer de vous faire du mal parce que c'est le seul moyen pour elle de maintenir ce récit. » Un soir, alors qu'Hélène rentrait de l'épicerie,
Elle trouva sa porte d'entrée entr'ouverte. Le cœur battant, elle retourna à sa voiture et appela la police. Les agents fouillèrent sa maison, la trouvant saccagée, les tiroirs vidés, les meubles renversés, des objets personnels éparpillés sur le sol. Mais rien de valeur n'avait été volé. À la place, quelqu'un avait écrit sur le miroir de sa chambre au rouge à lèvres « Tu m'as tout pris. Maintenant, je te prends tout ». La commissaire Rousseau, qui avait pris la déposition d'Hélène après l'agression, s'occupa de l'affaire de cambriolage. « Nous prenons cela très au sérieux, Madame Dubois », assura-t-elle à Hélène. C'est clairement du harcèlement ciblé et l'escalade est préoccupante. Pensez-vous qu'Isabelle a fait ça elle-même? Demanda Hélène, examinant les dégâts de sa maison. Nous enquêtons. Ces allées et venues au moment du cambriolage sont en cours de vérification. La commissaire Rousseau hésita. Madame Dubois, avez-vous envisagé d'obtenir une ordonnance d'éloignement? Nous en avons déjà une depuis qu'elle a drogué Olivier. Ça n'a pas l'air de servir à grand-chose. Alors peut-être est-il temps d'envisager d'autres options pour votre sécurité. Hélène savait ce que la commissaire suggérait, même si aucune d'elles ne le dit à voix haute. Peut-être était-il temps de déménager, de prendre un nouveau départ quelque part où Isabelle ne pourrait pas la trouver. L'idée grandissait dans l'esprit d'Hélène depuis des semaines. Sa maison contenait tant de souvenirs, l'éducation d'Olivier, sa vie avec Thomas. Mais elle contenait aussi des traumatismes récents. Peut-être était-il temps pour un nouveau chapitre. Quand elle mentionna la possibilité à Olivier, il fut étonnamment favorable. J'y ai pensé aussi, maman. Peut-être avons-nous tous les deux besoin d'un nouveau départ. Mais ton travail, ton appartement, tu viens juste de t'installer. Olivier haussa les épaules. Mon entreprise a un bureau à Aix-en-Provence. J'ai déjà demandé une mutation, et il l'envisage. La Provence. Hélène sentit une vague d'excitation à cette pensée. Elle avait toujours aimé le sud, le ciel immense, les couchers de soleil spectaculaires. Pourquoi pas? Il fait chaud, c'est abordable et loin d'ici. Nous pourrions tous les deux profiter d'un peu de soleil après tout ce que nous avons traversé. Une semaine plus tard, Hélène reçut une nouvelle qui facilita la décision. Isabelle avait été de nouveau arrêtée, cette fois pour avoir violé l'ordonnance d'éloignement en se présentant au travail d'Olivier. Mais son avocat avait négocié un accord. Isabelle suivrait un traitement psychiatrique au lieu de purger une peine de prison. Elle sera dans un établissement pendant au moins 6 mois, dit Jacques à Hélène. Mais après cela, il n'y a aucune garantie qu'elle ne reprenne pas son harcèlement. Ce soir-là, Hélène s'assit sur sa terrasse, regardant le coucher de soleil et pensant à l'avenir. L'idée de quitter la région parisienne, de recommencer ailleurs, était à la fois terrifiante et exaltante. À 64 ans, était-elle trop vieille pour un changement aussi radical? Elle pensa à Thomas, à ce qu'il conseillerait. Il avait toujours cru qu'il fallait affronter les défis de front, prendre des décisions audacieuses lorsque c'était nécessaire. La vie est trop courte pour vivre dans la peur, Hélène, disait-il souvent. Comme en réponse, le téléphone d'Hélène sonna. C'était un agent immobilier qu'elle avait contacté pour mettre sa maison en vente. Madame Dubois, j'ai de bonnes nouvelles. Il y a beaucoup d'intérêt pour votre quartier en ce moment. Si nous mettons votre maison en vente la semaine prochaine, je pense que nous pourrions obtenir un prix très compétitif. Hélène prit une profonde inspiration. Faisensla. 2 mois plus tard, la maison d'Hélène se vendit pour 50 000 € de plus que le prix demandé. Olivier avait obtenu sa mutation à Aix-en-Provence, et Hélène avait trouvé un petit appartement dans une résidence pour seniors appelée les Lavandes Dorées, à seulement 20 minutes du nouvel appartement d'Olivier. En emballant sa maison de 15 ans, Hélène se retrouva à trier non seulement des biens matériels, mais aussi des souvenirs. Certains objets allèrent dans des cartons pour le déménagement. D'autres furent donnés à des amis ou à des œuvres de charité. Le processus fut cathartique, une représentation physique du fait de laisser le passé derrière soi. Élise Lambert vint l'aider le dernier jour de l'emballage. « Je n'arrive pas à croire que tu partes vraiment », dit Élise, emballant soigneusement la porcelaine d'Hélène dans du papier journal. « Il est temps », répondit simplement Hélène. « Trop de choses se sont passées ici. Tu nous manqueras terriblement. Le quartier ne sera plus le même sans toi. » Hélène sourit, touchée par les mots de son amie. « Nous resterons en contact, et tu peux venir nous rendre visite quand tu veux. Les hivers en Provence sont magnifiques. » Alors que le camion de déménagement s'éloignait de sa maison vide, Hélène resta un long moment sur le trottoir, disant un adieu silencieux à la vie qu'elle y avait construite. Puis elle monta dans sa voiture où Olivier attendait pour commencer le long trajet vers le sud. « Prête, maman ?» demanda-t-il. Hélène regarda son fils. Le regarda vraiment. L'homme épuisé et vaincu qui s'était tenu dans son salon il y a 4 mois avait disparu. À sa place se trouvait l'Olivier dont elle se souvenait, fort, gentil, résilient. « Oui, dit-elle, sentant un poids se lever de ses épaules. « Je suis prête. » La résidence pour seniors les Lavandes Dorées, près d'Aix-en-Provence, était tout ce qu'Hélène avait espéré.
Son petit appartement avait une vue sur la montagne Sainte-Victoire, un jardin communautaire où elle pouvait cultiver sa propre parcelle, et des voisins qui partageaient ses intérêts pour les livres et l'art. La chaleur sèche était un changement bienvenu par rapport aux étés humides et aux hivers brutaux de Paris. Olivier lui rendait visite tous les week-ends, restant parfois pour dîner, d'autres fois l'emmenant explorer la région. Il semblait s'épanouir dans son nouveau poste, se faisant des amis et envisageant même de sortir à nouveau, bien qu'il aborde les relations avec une prudence nouvelle. « Je vois un thérapeute », lui dit Olivier un soir alors qu'ils étaient assis sur sa terrasse, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes dans des tons de rose et d'or. Elle m'aide à comprendre pourquoi j'étais si vulnérable à la manipulation d'Isabelle. C'est merveilleux, mon chéri. Je suis fière de toi. J'aurais dû le faire il y a des années. Peut-être que j'aurais vu les signaux d'alarme. Hélène secoua la tête. Ne te torture pas avec des si. On ne peut pas changer le passé, mais on peut en tirer des leçons. Olivier hocha la tête, sirotant son thé glacé. Elle pense que je cherchais quelqu'un pour remplacer papa, quelqu'un de fort et de décidé qui me dirait quoi faire. C'est pourquoi j'ai ignoré tous les signaux d'alarme avec Isabelle. Cette analyse frappa Hélène comme douloureusement juste. Thomas avait été le roc de la famille, celui qui prenait les grandes décisions. Après sa mort, Olivier avait semblé perdu, incertain. La confiance et la décision d'Isabelle avaient dû lui sembler une bouée de sauvetage. « Ton père serait si fier de toi maintenant », dit doucement Hélène. « Prendre tes responsabilités, reconstruire ta vie. Cela demande un vrai courage. » Au fil des mois, les SMS et les emails menaçants cessèrent. Isabelle semblait avoir disparu de leur vie, bien qu'Hélène sût qu'il ne fallait pas croire qu'elle était partie pour de bon. Les gens comme Isabelle n'abandonnent pas simplement. Mais elle refusait de vivre dans la peur. Elle rejoignit le club de lecture des Lavandes dorées, se mit à l'aquarelle et se fit de nouveaux amis qui ne savaient rien de ses ennuis passés. Elle se construisait une vie définie par la joie et les liens plutôt que par le traumatisme et la trahison. Un soir, alors qu'Hélène arrosait son jardin, sa voisine Marguerite l'appela par-dessus la clôture. « Hélène, il y a quelqu'un à ta porte. Une jeune femme. Elle a l'air contrariée. » Le cœur d'Hélène fit un bond, mais quand elle fit le tour de son appartement, elle vit que ce n'était pas Isabelle. C'était une femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux bruns et aux yeux fatigués. « Madame Dubois, J. m'appelle Jennifer. » Je sais que c'est étrange, mais je dois vous parler d'Isabelle Deschamps. Hélène étudia son visage, voyant quelque chose de familier dans ses traits, mais incapable de le situer. « Comment connaissez-vous Isabelle ?»« Elle est fiancée à mon père, » dit Jennifer, sa voix se brisant légèrement. « Et elle fait à notre famille ce qu'elle a fait à la vôtre. » Elles s'assirent sur la petite terrasse d'Hélène pendant que Jennifer racontait son histoire. Isabelle avait déménagé à Bordeaux après la fin de son traitement psychiatrique, utilisant un nom différent et une histoire larmoyante soigneusement élaborée sur le fait d'avoir été victimisée par la famille de son ex-mari. Elle avait rencontré le père de Jennifer, un veuf propriétaire d'une agence immobilière prospère, lors d'une soirée caritative et s'était rapidement fiancée à lui. Elle a dépensé plus de 200 000 € de son argent en seulement 3 mois, dit Jennifer en tordant un mouchoir dans ses mains. Quand j'ai essayé de le prévenir, elle lui a dit que j'étais jalouse parce que j'avais peur de perdre mon héritage. Maintenant, il me parle à peine. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda Hélène. « J'ai engagé un détective privé. Il a trouvé les archives du tribunal de votre procès et m'a dit que vous aviez déménagé en Provence. Je sais que c'est présomptueux de débarquer comme ça, mais je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. » Hélène ressentit une vague de déjà-vu, se souvenant de son propre désespoir lorsqu'elle avait découvert l'étendue de la tromperie d'Isabelle. « Que voulez-vous de moi ?» De l'aide, dit simplement Jennifer. Vous êtes la seule personne qui lui ait jamais tenu tête avec succès et qui ait gagné. J'ai besoin de savoir comment vous avez fait. Hélène leur prépara du thé et raconta tout à Jennifer, l'enquête, le procès, l'importance de tout documenter et de ne jamais reculer. La clé, dit-elle finalement, c'est de comprendre qu'on ne peut pas sauver quelqu'un de ses propres choix. On ne peut que se protéger soi-même et les gens qu'on aime. Jennifer resta pour le dîner, et elles parlèrent tard dans la soirée de manipulation familiale et du courage qu'il faut pour faire ce qui est juste quand ce qui est juste est difficile. Après son départ, Hélène s'assit sur sa terrasse en regardant les étoiles de Provence, pensant à l'étrange voyage qui l'avait amenée ici. 1 an plus tôt, elle pensait que sa vie était simple et réglée. Elle n'avait aucune idée que son plus grand défi et sa plus grande victoire étaient encore à venir. Parfois, les batailles les plus importantes sont celles qu'on n'a jamais voulu mener contre des gens qu'on n'a jamais voulu blesser, pour défendre des principes qu'on n'aurait jamais pensé avoir à défendre. Mais quand ces batailles arrivent, on a 2 choix, se battre ou abandonner tout ce pourquoi on a travaillé à des gens qui voient votre gentillesse comme une faiblesse. Hélène avait choisi de se battre. Et en se battant, elle avait découvert qu'à 64 ans, elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les lavandes de son jardin embaumaient magnifiquement, leurs pétales doux et parfumés dans la soirée provençale. Comme elle
Elles avaient survécu à la transplantation et prospéraient dans un nouveau sol. Certaines choses, réalisa-t-elle, deviennent plus fortes lorsqu'elles sont forcées de prendre de nouvelles racines. Le lendemain matin, Hélène se réveilla avec un SMS d'Olivier. Petit déjeuner chez moi. Samedi. J'ai rencontré quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres. Hélène sourit en répondant. J'adorerais. Dois-je apporter quelque chose? Just toy. Et peut-être quelques-uns de ces muffins aux myrtilles que tu fais. Hélène posa son téléphone, ressentant un contentement qu'elle n'avait pas connu depuis des années. La vie continuerait d'apporter des défis, c'était inévitable. Isabelle pourrait même réapparaître un jour, bien qu'Hélène espérait que Jennifer réussirait à protéger son père de ce sort. Mais quoi qu'il arrive, Hélène savait qu'elle pourrait y faire face. Elle avait découvert en elle une résilience qui ne pouvait lui être enlevée. Elle avait appris la vraie valeur de la confiance, non seulement envers les autres, mais envers elle-même. Alors qu'elle sortait sur sa terrasse avec son café du matin, le soleil de Provence commençait tout juste à illuminer les montagnes au loin. La journée s'étendait devant elle, pleine de possibilités. Hélène Dubois avait perdu sa maison, failli perdre son fils et avait été forcée de tout recommencer à un âge où la plupart des gens s'installent dans une routine confortable. Mais dans le processus, elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux. La certitude qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, pour reconstruire ce qui a été brisé et pour trouver le bonheur dans des endroits inattendus. Les fleurs du désert dans son jardin hochaient la tête dans la douce brise du matin, vibrantes et vivantes malgré l'environnement hostile. Hélène sourit, se reconnaissant dans leur force tranquille et leur détermination à fleurir où qu'elles soient plantées. Elle avait survécu à l'hiver de la trahison. Il était maintenant temps de profiter du printemps des nouveaux commencements.